bonjour à tous. 20e édition du podcast Bulletin sportif. Déjà rendu à 20, c'est cool. Toujours content de vous savoir à l'écoute, de vous savoir présent avec nous et surtout intéressé à ce qui se passe au niveau du sport universitaire collégial au Québec. Et pour ça, il faut remercier Gagné Sport. Gagné Sport qui est toujours présent depuis le début avec nous. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Leur équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde, ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis à faire en ce qui a trait à la sécurité. Et chez Gagné Sport, l'excellence du service qui est offert est à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, un immense merci. Cette semaine, encore une fois, beaucoup d'actions. On approche très rapidement des éliminatoires des championnats provinciaux, ultimement des championnats canadiens. Donc, évidemment, beaucoup d'actions et surtout beaucoup d'enjeux dans les événements qu'on voit. Basket collégial, déjà, je commence avec ça. Bataille pour les séries. Ça ne sert à rien de vous résumer tout ça comme ça. Il y a trop de choses à raconter. Par contre, je l'ai fait dans un article qui est paru sur bulletinsportif.ca. Prenez le temps, allez le lire. C'est un 5 minutes, puis ça vous met au complet la table sur les enjeux en cours pour la bataille en vue des éliminatoires. Basket universitaire, on en parle avec Jason Bryan, Jean-Baptiste dans sa chronique tout à l'heure. On a eu du gros basket, on a eu des surprises et surtout du mouvement au niveau des batailles aussi pour les éliminatoires. Donc, c'est absolument à entendre tout à l'heure. Hockey féminin, ben, on a également une chronique avec Léa McIntyre. On va faire le tour universitaire collégial. On va même parler évidemment des Blues de Dawson avec qui, évidemment, Léa travaille ou elle entraîne en tant qu'entraîneuse adjointe de l'équipe. Hockey masculin, il faut en parler du hockey universitaire masculin. La saison est terminée, la saison régulière est terminée. Les Patriotes de l'UQTR sont numéro 1 dans leur section, c'est-à-dire la section Est de la conférence ontarienne. Et ce qui est super intéressant, évidemment, c'est toujours super intéressant, là, mais dans ce cas-ci en particulier, Simon Lafrance des Patriotes qui a terminé au premier rang des compteurs du circuit universitaire ontarien. Et on a Simon Lafrance en entrevue de la semaine cette semaine. L'entrevue a été enregistrée la semaine dernière, ce qui fait qu'à ce moment-là, il ne savait pas encore s'il allait évidemment terminer au premier rang, mais une entrevue vraiment éclairante sur un paquet de sujets. Son passage l'année passée au championnat canadien, leur l'épopée des Patriotes au championnat canadien, sa vision du développement du hockey au Québec, le passage par l'université, l'importance que ça a, le hockey universitaire au Québec. Donc, vraiment des propos intéressants, pertinents et assurément à entendre. Je vous invite à écouter ça. Entrevue de la semaine, donc Simon Lafrance. Hockey collégial, on a Denzel Carigueya, notre chroniqueur, qui a écrit un article sur la victoire des Dynamiques de Sainte-Foy face au Nordique de Lionel Groulx en prolongation. Un excellent match haut en couleur. Donc, Denzel qui a fait un super résumé de ce match-là, également sur bulletinsportif.ca. Je vous invite à aller lire ça. On a eu un grand match aussi entre deux équipes qui pourraient assurément se qualifier loin en série. Les Janois d'Alma qui l'ont emporté 3-2 face aux Patriotes de Saint-Laurent. Donc, deux équipes de haut de classement vraiment qui nous ont donné un bon spectacle. Football. On est en hiver, football. Pourquoi je vous parle de football? Ben, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis c'est évidemment pas sur le terrain, mais dans les coulisses. J'ai rédigé, je vous amène beaucoup sur le site de Bulletin sportif, mais gênez-vous pas, allez-y souvent, le site de Bulletin sportif. J'ai rédigé un article sur le départ de 4 entraîneurs de l'attaque
des Redbirds de McGill. Allez voir ça. Il y a de l'action de ce côté-là. Il y a des choses qui se sont passées. C'est quand même bon. On tourne une page, là. En fait, c'est un nouveau chapitre de l'histoire de l'équipe de football des Redbirds de McGill. Donc, il va y avoir du changement de ce côté-là. Il va y avoir des nouveaux entraîneurs au niveau de l'attaque. C'est intéressant de savoir ce qui va se passer de ce côté-là. Une équipe qui, malheureusement, a gagné seulement 2 matchs dans les 2 dernières saisons. Donc, sans réelle surprise, là, on a du changement de ce côté-là. Des fois, c'est peut-être la façon dont les choses se sont passées à l'intérieur de l'équipe. Il était peut-être, tant qu'il y a un ménage qui se fasse, il a été fait d'une certaine façon. Donc, voilà, c'est à suivre du côté de McGill. Il y a aussi Montréal, l'Université de Montréal, qui a annoncé l'embauche d'Antoine Pruneau comme entraîneur en défensive. Il sera l'assistant du coordonnateur défensif, Denis Touchette. Antoine Pruneau, ancien du Rouge et Noir d'Ottawa, qui a annoncé sa retraite, et au lendemain de sa retraite, on apprenait qu'il s'en venait dans le groupe d'entraîneurs des Carabins, mais également, on a Rémi Giguère qui part de son poste de coordonnateur offensif des Géants de Saint-Jean. Et qu'est-ce qu'il s'en vient faire? Il s'en vient prendre le poste d'entraîneur des porteurs de ballon et responsable du recrutement chez les Carabins. Et à sa place, à Saint-Jean, qui deviendra le nouveau coordonnateur offensif? Je vous le donne en mille, Dimitri Morin, l'ancien carrière des Géants et également des Carabins de l'Université de Montréal, un leader hautement reconnu. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va apporter à cette équipe, mais assurément une superbe tête de football qui s'ajoute au groupe d'entraîneurs des Géants en remplacement de Rémi Giguère. Je continue en vous parlant de volleyball. Volleyball collégial masculin, la saison régulière est terminée. Donc, la semaine prochaine, on va avoir Saint-Jean contre Outaouais qui vont jouer un match de barrage avant les demi-finales qui vont jouer la semaine suivante. Tout ça au cégep de l'Outaouais que ça va se jouer. Donc, Saint-Jean contre Outaouais, ça va être intéressant parce que Outaouais, malgré sa position de 4e au classement, a terminé en grande force. Hugo considère qu'il est en feu en fin de saison. Donc, ça, ce sera à surveiller. Volleyball universitaire chez les femmes, l'UQAM qui a garanti, ou en tout cas s'est assuré de sa première place au classement en vertu de ses victoires en fin de semaine. Mais surtout, ce qui retient mon attention, c'est le fait que Sherbrooke, le Vert et Or de Sherbrooke, ils sont allés de 2 victoires en fin de semaine, pendant que Laval subissait 2 revers. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça fait que Sherbrooke prend le 4e rang au classement, qui était détenu par Laval, et ce 4e rang-là, c'est le dernier qui donne accès aux éliminatoires. Alors, un revirement de situation important après que Laval ait battu Sherbrooke la semaine précédente, ce qui donnait l'avantage à Laval. Donc, il leur reste chacune un match à jouer contre Montréal. Ça va être intéressant parce que Montréal est une équipe solide, mais Montréal également est une équipe qui veut se battre pour essayer d'avoir les demi-finales, avoir l'avantage du terrain probablement en demi-finale. Donc, Montréal va vouloir gagner ses matchs, mais un match contre Sherbrooke, un match contre Laval à jouer pour les Carabins. Ce sera vraiment intéressant de savoir si une des 2 équipes, Sherbrooke ou Laval, va réussir à prendre l'avantage contre Montréal. Si la logique était respectée que Montréal gagnait les 2 matchs, bien évidemment, ça fait en sorte que Sherbrooke rentre. Si jamais Laval gagne le match et que Sherbrooke perdait ce match-là, on aurait égalité, mais Laval a l'avantage au bris d'égalité, ce qui donnerait à ce moment-là évidemment, la 4e place à Laval. Donc, c'est loin d'être terminé tout ça. Ça va aller jusqu'à la toute fin, à moins, évidemment, que Sherbrooke gagne son match contre Montréal. Ce sera à voir. Enfin, je termine en vous parlant des championnats provinciaux de badminton universitaire qui avaient lieu à Montréal. Donc, au niveau de ces championnats-là, qui a été grand champion au niveau provincial? Eh bien, ce sont les Carabins de l'Université de Montréal qui ont remporté les bannières masculines et féminines. Bravo à ces 2 équipes-là. Voilà, donc c'est ce qui fait le tour de l'actualité de la semaine au niveau du sport étudiant. Je vous rappelle les chroniques de Jason Bryan Jean-Baptiste pour le basket universitaire, de Léa McIntyre pour le hockey féminin et l'entrevue de la semaine avec l'excellent Simon Lafrance, hockeyeur des Patriotes de l'UQTR. Je vous invite vraiment à écouter cette entrevue-là. Des propos intéressants, pertinents
et surtout, qui vont vous permettre de connaître un grand leader de cette équipe qui, assurément, va continuer sa carrière au niveau pro dans les prochaines années. Alors voilà, bonne émission tout le monde. Léa McIntyre pour parler de hockey féminin. Salut Léa. Salut, ça va bien? Ben oui, toi? Ben oui, ça va bien, merci. Là, on est très, très proche de la fin de la saison en hockey universitaire. En fait, il reste une semaine, là, les matchs mercredi et en fin de semaine. Le classement est pas mal. En fait, pas mal. Le classement est réglé. Les Stingers championnes en titre et championnes de la saison régulière cette année. Les Carabins, deuxième, GG's troisième et Gators quatrième. Donc, c'est le portrait. Malheureusement, les Ravens et McGill sont éliminés. Est-ce qu'on pense que les Stingers sont tout seuls en avant ou si on peut penser réellement que les Gators ont un peu une chance de leur donner un peu de misère en éliminatoire, puis ultimement... bon, les Stingers, selon la logique, qui iraient en finale contre les Carabins, ça reste à faire, évidemment. Mais si cette logique-là était respectée, tu vois quoi là-dedans? Là? À quel point les Stingers, c'est l'équipe numéro 1 de loin, ou si tu penses qu'il y a peut-être un peu plus de parité qu'on pense? Ben, les Stingers, honnêtement, je regarde leur alignement, je regarde leur jeu, puis je vois pas de faille. Ils sont tellement bonnes, sauf que toute l'année, il y a eu des surprises dans le circuit universitaire. Donc, est-ce que Bishop va être capable de créer la surprise? Peut-être. Peut-être. C'est une équipe qui est super bien coachée, qui est en progression depuis le début de la saison. Donc, ça va être intéressant à suivre. C'est sûr que les Stingers partent largement favorites, mais une équipe qui est sous-estimée comme les Gators, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec eux. Justement, on parle des Stingers, puis à quel point leur expérience va jouer. Parce que les Gators, c'est une équipe qui est arrivée dans le circuit l'an passé. Cette année, arrive à se qualifier pour les éliminatoires. On sent que c'est une équipe qui est sur la bonne voie. Mais le gap, là, la différence entre ces deux équipes-là, est-ce que l'expérience de la victoire, l'expérience des grands moments, à quel point ça va être important, justement, pour les Stingers, à l'avantage des Stingers, au-delà du talent sur la patinoire? C'est sûr, les Stingers, ils ont gagné le championnat canadien l'année passée. Hein? Donc, la majorité de l'équipe revient avec ce bagage-là d'expérience. La pression est sur eux parce que Bishop rentre comme underdog, donc pas de pression. Puis une jeune équipe comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec eux. Il suffit que ça clique puis que ça parte super bien. Puis comme je disais, la pression est sur les Stingers, donc est-ce qu'ils vont commencer à paniquer si Bishop prend dessus? C'est peut-être là que l'expérience de Stingers va jouer pour rassurer tout le monde, puis que c'est pas parce qu'ils tirent de l'arrière ou qu'ils ont perdu un premier match que c'est complètement fini pour eux. Là. Puis l'autre série, on va se retrouver avec les Carabins contre les GGs. Les GGs, une équipe intéressante. Abby McGullough, la gardienne Aurélie Dubuc. Il y a quand même des joueuses intéressantes là-bas qui pourraient peut-être justement, elles aussi, encore une fois, oui, ce serait une surprise, mais il reste que les GGs se sont tenus dans le groupe de tête toute l'année, donc ce serait, oui, une surprise, mais en même temps, c'est loin d'être une différence énorme entre les Carabins et les GGs, à mon avis. Oui, ça va être une série vraiment intéressante à suivre. Je trouve que ça va jouer chaudement, probablement chacun des matchs. Encore une fois, on a eu plusieurs surprises cette année dans le circuit universitaire avec ces équipes-là. Donc, les GGs pourraient réussir à créer une surprise en battant les Carabins. C'est sûr que pour les Carabins, c'est la préparation pour le championnat canadien qui arrive à grands pas. Dans un mois, quasiment jour pour jour, le championnat canadien va commencer. On sait que c'est eux qui reçoivent le championnat, donc ils sont qualifiés d'office. Donc, je pense que ça va être une bonne préparation pour eux là, pour arriver prête au championnat canadien. Puis, ça va être de voir Audrey Henriette qui a une saison exceptionnelle, comment elle
comment il va se lever pour les séries, là. Oui, parce que tu parlais de la pression pour les Stingers parce qu'elles sont championnes en titre. Les Carabins ont une forme de pression justement parce qu'elles reçoivent. Tu ne veux pas arriver là comme bon, j'ai été éliminé rapidement dans ma province, mais je suis là par défaut parce que j'organise. Donc, tu veux arriver là idéalement comme championne. Puis Audrey-Anne Veillette, c'est clair que les projecteurs vont être sur elle. Là. Tu parles de la joueuse clé. Tout le monde au Canada connaît son nom. Donc, ça devient une joueuse qui va être marquée. Elle sait là, qu'elle a besoin de mener son équipe. Avant même les championnats canadiens, elle a besoin de mener son équipe à des bonnes performances pour mettre son équipe en confiance. Exact. Elle a été capable de se lever dans les grands moments quand elle était avec l'équipe nationale. Je n'ai pas crainte qu'elle va être capable de le faire maintenant dans les séries avec les Carabins puis jusqu'au championnat canadien. Puis aussi, il faut se rappeler que puisque les Carabins sont qualifiés d'office, il y a seulement une équipe du RSEQ qui se classe autre qu'eux. Normalement, c'est 2 équipes qui vont au championnat canadien. Donc, ça va être une lutte serrée à savoir qui va réussir à se classer pour se rendre. Mais logiquement, on devrait avoir les Stingers et les Carabins. Mais ça reste à voir. Il y a des bonnes joueuses, puis il y a clairement un enjeu. À cause de l'importance de l'enjeu, des fois, il faut gérer les émotions, gérer le moment quand même. Exactement. Ça va être 2 belles séries à suivre, avec des émotions dans le tapis pour les 4 équipes, c'est certain. Puis, comme tu dis, la gestion des émotions va être importante là, pour ces séries-là. Du côté collégial, qui est ta cour à toi, on rappelle aux gens que tu es coach avec les Blues de Dawson. Je voulais en parler justement des Blues, mais on va peut-être y retourner après. On va regarder ce qui se passe actuellement, justement. Coureur Le Champlain, Lennoxville, qui continue d'être en avant, mais les Titans de Limoilou, qui ont une deuxième moitié de saison incroyable. Puis, je me demande à quel point, justement, ce n'est pas les Titans de Limoilou qui sont l'équipe à battre actuellement. Puis, j'enlève rien à Champlain-Lennoxville, mais à quel point Limoilou est l'équipe la plus... comment je pourrais dire, la plus forte actuellement ou la plus en confiance, la mieux, celle qui on a roll, si on peut dire, qui va peut-être entrer dans les séries justement avec peut-être un statut de favorite, même si officiellement, elles ne seront pas premières, pas nécessairement en tout cas. Ben, c'est tellement serré le classement. Ils ont 3 points de différence. Limoilou, il leur reste 3 matchs, dont 1 contre Lennoxville. Donc, est-ce qu'ils vont être capables de les rattraper? Si Champlain échappe un match, ça se peut que les rattrape, mais c'est sûr que Limoilou a le momentum présentement. Ils sont vraiment dominantes, ils jouent bien, ils réussissent à aller chercher des points à tous leurs matchs depuis le retour des fêtes. Même en tournoi, il y a 2 semaines, ils se sont rendus en demi-finale. C'est sûr qu'ils vont entrer en série avec un momentum. Ça va être excitant. Là. Si je me fie au classement, ils devraient jouer contre Édouard Montpetit en première ronde. Moi, être les Lynx, là, c'est sûr que j'ai un peu peur de leur momentum présentement. Là, ils sont inarrêtables. Là. C'est impressionnant à voir aller. Là. Est-ce que qu'est-ce qui différencie justement Limoilou des autres équipes? Est-ce que c'est leur capacité à avoir un jeu collectif vraiment quand je parle de jeu collectif, là, je parle de capacité à faire rentrer trio après trio, où est-ce qu'on semble avoir une profondeur, justement, là, qui permet d'être efficace avec à peu près tout le monde, n'importe quand sur la patinoire. Est-ce que c'est ça qui fait la grosse différence? Parce qu'il y a d'autres équipes, évidemment, Champlain, Lennoxville, puis John Abbott, avec leurs 2 super joueuses, là, Santerre et Lucier. Limoilou n'est pas nécessairement une joueuse de ce calibre-là, mais plusieurs très bonnes joueuses. Exact. Je pense qu'ils ont beaucoup de profondeur. Tu sais, qu'on regarde n'importe quel trio, n'importe quelle paire de défenseurs, même au niveau de leur gardien de but, ça se ressemble beaucoup. Tu sais, toutes des excellentes joueuses. Il n'y en a pas une que je dirais qui est en arrière des autres. Tu sais, ils sont toutes au même niveau. Ils sont toutes excellents. Mais je pense que la culture gagnante au niveau de cette organisation-là est vraiment forte. On sait qu'ils ont tellement gagné dans les dernières années que veut pas, cette culture-là
est très forte. Puis ça va, selon moi, ça va leur servir d'ici la fin de la saison et le début des séries. Puis aussi, ils ont une équipe qui est quand même vieille. Je pense qu'ils ont 11 troisième année cette année qui vont graduer. Donc, c'est sûr qu'eux amènent un bagage d'expérience aussi. Malgré le fait qu'ils n'ont pas eu de saison à leur première saison, ils ont quand même côtoyé les filles qui ont gagné les années précédentes. Ça vaut pour beaucoup, là. Est-ce que John Abbott, parce que John Abbott reste tout le temps une bonne équipe, mais on dirait que John Abbott est une petite coche en arrière de ces deux premières équipes-là. Comment tu vois les chances de John Abbott de justement peut-être défaire ce noyau des deux top équipes? Là? À quel point tu penses qu'elles sont plus proches qu'on peut penser, malgré le fait que généralement, on dirait que, comme je te dis, là, John Abbott semble être une petite affaire en arrière de Champlain et Limoilou. Ben, John Abbott, on dit qu'ils ont une petite affaire en arrière, mais moi, c'est l'équipe qui m'impressionne le plus depuis le début de la saison. Ils sont tellement jeunes, ils ont tellement de recrues, je pense qu'ils ont pas loin d'une douzaine de filles qui sont à leur première année, puis ils performent comme ça. Moi, je trouve ça vraiment exceptionnel. Mais c'est sûr que le bagage que les vétérans ont amené du championnat qu'ils ont gagné l'année passée vaut pour beaucoup. Si on parle d'expérience, eux autres reviennent avec ça. Puis ils ont une joueuse exceptionnelle comme Émilie Lucier, qui, elle, a de l'expérience au niveau de l'équipe nationale aussi. Donc, tu sais, c'est tous des aspects qui fait en sorte qu'ils peuvent surprendre une équipe. Puis ça, on l'a vu dimanche, si je ne me trompe pas. John Abbott perdait 4-2. Ils sont allés chercher la victoire en prolongation contre Limoilou. Donc, ils sont capables de le faire. Ils sont bien coachés. C'est une équipe qui est rapide, qui joue physique, qui semble avoir un bon esprit d'équipe, qui ont l'air très serré. Donc, ça, c'est sûr que c'est toujours dangereux pour se rendre jusqu'à la fin, là. Donc, ça va être intéressant, justement, parce que tu l'as dit, effectivement, ils ont des jeunes joueuses, des nouvelles joueuses, puis on parle justement, on en a parlé il y a 2 semaines, les joueuses françaises, justement, dont Jade Barbirati, là, qui va avoir un rôle super important là, pour si on veut soutenir. Bien, je ne veux pas dire soutenir, parce qu'en fait, je pense qu'elle joue vraiment ensemble avec Émilie Lucier, qui fait en sorte que c'est un duo assez dur à contenir, c'est clair. Oui, ce duo-là est vraiment performant. Va falloir les surveiller de près pour ceux qui vont les affronter en première ronde et après ça, pour les rondes qui vont suivre, parce qu'ils peuvent vraiment être dangereux puis coûter cher en bout de ligne s'ils continuent à accumuler les points comme ça. C'est peut-être leur défensive, là, dans le fond, qui pourrait, parce qu'on s'entend que là, au niveau attaque, mais c'est peut-être leur défensive qui comment je pourrais dire, qui les positionne un petit peu moins bien qui leur ont fait perdre des matchs, en fait. Je ne veux pas dire moins bien positionnés, peut-être que je me suis mal exprimé là, quand je dis qu'ils sont une coche en bas, mais par rapport à Lennoxville et Limoilou, il y a peut-être un enjeu là. Mais bon, regarde, ça reste qu'il faut jouer les matchs, puis on verra bien rendu là qui va les gagner. Mais je voulais parler avec toi des Blues. Puis je voulais surtout parler avec toi du fait que, comme coach, parce que il y a une mauvaise séquence là, pour l'équipe à Dawson. Puis des matchs qui ont été difficiles, je pense à un 11-1 notamment contre Limoilou, une équipe que quelques semaines avant, vous aviez affronté, puis à qui vous aviez donné une bonne opposition. Là, je comprends que votre gardienne avait été extraordinaire, mais ça reste que quand on est dans le match, c'est différent, même si on se fait tirer dessus. Quand au niveau du pointage, on est dans le match, on peut y croire. Comment on aborde ça avec nos joueuses dans les pratiques ou après les matchs quand ça fait quelques matchs de suite, justement, où les défaites sont dures, là. C'est pas des 3-2, c'est pas des 4-2, c'est des 6-1 puis des 11-1. Puis comment on prend ça, puis comment on travaille avec nos joueuses pour les garder concentrées, puis motivées, puis disciplinées à faire leur travail? C'est sûr que c'est un moment qui est plus difficile. C'est dur pour l'humeur aussi de nos joueuses. Mais on essaie de se concentrer sur ce qui fonctionne parce que malgré les défaites avec les gros scores, des fois, c'est plus difficile pour les joueuses de le voir, mais il y a des belles choses qui se passent. Il y a des choses qu'on leur demande qu'ils réussissent à exécuter. Donc, on essaie de se concentrer sur ça et puis de renforcer
ça le plus possible pour justement continuer à progresser dans ces aspects-là qui fonctionnent. Puis on met beaucoup d'énergie sur réussir à scorer des buts. On score un but en moyenne dans nos derniers matchs. On peut pas aller loin avec un but, même si Jeanne est exceptionnel derrière nous. Donc, c'est ça. On travaille sur ce qui va bien. On met beaucoup d'énergie sur réussir à marquer. On fait des vidéos, on regarde ce qui a moins bien fonctionné. Puis on espère être capable de sortir de tout ça avant d'entrer en série, là. Est-ce que vous travaillez collectivement dans ce temps-là ou c'est plus un travail individuel? Tu parlais on travaille qu'est-ce qui va bien. Est-ce que c'est qu'est-ce qui va bien collectivement ou est-ce que c'est bon, telle joueuse, regarde là, oui, ça va mal généralement, oui, on perd le match, mais tu parlais de choses qui vont bien. Est-ce que vous prenez le temps de parler individuellement à chaque joueuse pour dire toi, ça va bien ton affaire à tel niveau? Ou vraiment c'est collectivement, ou bien c'est les deux aussi. Qu'est-ce qui est la priorité dans ce temps-là? On fait un peu les deux. C'est sûr qu'en séance vidéo, il y a des séances vidéo collectives, des séances vidéo individuelles. Ça nous permet justement de prendre du temps avec une joueuse puis de lui dire que, regarde, malgré tout ça, ça va quand même bien pour toi individuellement. Puis au niveau collectif, on sort les séquences. Des fois, c'est le fun de voir des jeux qui sont bien réussis malgré les défaites. Donc, on sort les séquences, on s'assoit ensemble en équipe pour regarde ça a fonctionné. Dans cette situation-là, on ne l'a pas mis en place, ça nous a coûté un but. Donc, non, c'est ça, autant le collectif que l'individuel. On essaie de rester positif puis de ramener une bonne énergie pour être capable de s'en sortir, là. Puis à quel point c'est le travail des coachs versus le travail des leaders de l'équipe de rassembler tout le monde, de s'assurer. Parce que ça reste qu'au niveau collégial, les joueurs sont encore jeunes quand même. C'est pas comme des pros où est-ce que quelqu'un se fait 12 ans qui est dans l'équipe et qu'il y en a tellement vu. C'est pas pareil, tu peux pas avoir ça. Mais quand même, tu as des personnalités de leader. Ça change pas, ça change rien. Puis les filles, ça fait quand même, ils n'ont pas commencé à jouer au hockey l'année passée non plus, là. Donc, à quel point, justement, tes leaders ont un rôle à jouer ou c'est les coachs qui ont besoin de soutenir les leaders pour faire comprendre que, non, vous n'êtes pas tout seul là-dedans, c'est pas juste à vous autres à ramasser tout le monde. C'est quoi le rôle des coachs versus les leaders de l'équipe? Je pense que c'est un travail d'équipe. On a beaucoup de discussions avec notre groupe de leaders. On a une capitaine qui est formidable, là, Zoé Boussamra. Vient souvent nous voir pour discuter avec nous, pour justement créer le lien. Les joueurs ont des rencontres avec notre préparatrice mentale aussi, pour justement continuer à discuter puis d'essayer de tourner la roue. Mais c'est ça, la communication se fait bien entre le groupe de leadership et le groupe d'entraîneurs. On prend, c'est sûr, certaines responsabilités, mais les joueurs ont certaines responsabilités à prendre aussi. Donc, non, ça va bien entre les deux, là. Good. Ben écoute, je peux juste vous souhaiter que tout se replace, puis je suis sûr que ça va arriver. Je ne suis pas inquiet. Il va arriver des bonnes choses d'ici à la fin de l'année. Donc, il vous reste 3 matchs à jouer. 3 matchs pour vous, comme on dit, se remettre dedans, retrouver des sensations positives. Puis après ça, les éliminatoires. Donc, on va se reparler bientôt. Puis on va faire le tour de ça juste avant les éliminatoires, justement. Savoir où est-ce qu'on en est exactement et pas juste essayer d'interpréter des possibles positions au classement. On va avoir une vraie idée. On va faire le tour. Puis à ce moment-là, tu me parleras de comment vous préparez votre équipe, justement, pour les éliminatoires. L'aspect, on efface ce qui s'est passé depuis le début de l'année, puis se concentrer sur ce qui est à venir. Oui, il nous reste 3 matchs. Écoute, on va aller chercher, on parlait de momentum avec Limoilou. Tantôt, on va aller chercher un momentum pour nous aussi. On joue Édouard Montpetit 2 fois. On joue John Abbott. John Abbott, c'est des grands rivaux. La dernière fois qu'on a joué contre eux, ça avait brassé. Donc, je suis certaine que les émotions vont être dans le tapis pour ce match-là. Ça devrait être un match intense. Donc, on va essayer d'aller chercher un momentum pour entrer en série en confiance le plus possible. Excellent. Très hâte de te reparler, Léa. Un gros merci encore une fois pour ta collaboration à chaque 2 semaines pour nous faire le tour du hockey féminin. Toujours très apprécié. Merci à toi. Et en espérant vous voir dans les arénas pour les fins de saison puis les séries. Excellent. Bonne invitation. Merci beaucoup. Salut. À bientôt.
Jason Brian Jean-Baptiste pour parler de basket universitaire. Salut Jason. Salut Phil, salut tout le monde. Grosse fin de semaine, encore une fois, des programmes doubles, encore une fois. Là, on avait Bishops UQAM, McGill Concordia. Évidemment, on est très, très proche de la fin de la saison. Fait que les matchs prennent du galon en termes de valeur. On va commencer du côté féminin. Du côté féminin, avec Bishops UQAM, on avait droit à une confrontation au sommet, c'est-à-dire les Bishops qui étaient en tête du classement, mais l'UQAM qui était deuxième depuis un bon bout de temps. Et puis, on avait la chance de voir qui allait se positionner en tant qu'équipe numéro 1. Je sais que tu aimais beaucoup l'UQAM. De mon côté, j'aimais bien Bishops. Juste pour le fun, parce qu'habituellement, je n'ai jamais raison. Cette fois-ci, je pense que Bishops a établi un gain de supériorité en fin de semaine. Il faut qu'il joue les matchs en éliminatoire et tout. Là, ça va être à recommencer. Mais en fin de semaine, clairement, Bishops a eu le dessus sur l'UQAM. Écoute, 100%, je pense que Bishop, ils ont montré que c'était la meilleure équipe de basket du circuit. Puis je pense que le match s'est déroulé un peu comme qu'est-ce que j'avais déjà mentionné dans d'autres podcasts, où j'étais vraiment curieux de voir comment Bishops, ils allaient s'ajuster à la pression de l'UQAM. Puis en début de match, honnêtement, le match se déroulait un peu comme qu'est-ce que je pensais qu'elle allait arriver, que l'UQAM physiquement se sont imposés, notamment avec Fredlin Verrier. Tu sais, la pression qu'ils mettaient, ça créait beaucoup de pertes de ballon défensivement, puis ils avaient beaucoup d'agressivité. Cependant, ça c'est une discussion que j'ai eue avec coach Ronaldo Maignan, la ligne entre être agressive puis ne pas se mettre dans des positions où ça va nous coûter puis nous faire payer cher, notamment sur des fautes, la ligne est mince. Puis je pense que les Citadins, ils ont dépassé cette ligne-là. Tu sais, au premier quart, je pense qu'ils ont eu genre 5-6 fautes. Puis tout au long du match, l'UQAM, j'ai trouvé qu'il y avait un manque de contrôle sur beaucoup de possessions offensives et défensives. Je pense que c'est lié à de la frustration, mais je pense aussi que c'était juste un manque d'exécution sur certaines affaires de base. Puis du côté de Bishops, en début de match, les tirs ne rentraient pas. C'était plus difficile offensivement, mais ils ont montré encore une fois qu'ils ont une polyvalence offensive, une belle capacité à, malgré le fait que le tir extérieur ne fonctionne pas, ils peuvent aller chercher des trucs au panier, puis notamment avec Amaken Siciliano. Amaken Siciliano, là, je pense, à la première demi, elle avait comme 9 points, 2 sur 7 en tir global, mais par contre, elle avait réussi 4 sur 4 de ses lancers francs, puis je pense que ça, c'est un signe d'une équipe que comme, OK, malgré le fait que nos tirs ne rentrent pas, malgré le fait qu'on n'est pas nécessairement efficace offensivement, on trouve d'autres façons de rester dans la game puis d'avoir un bon rythme. Puis au troisième quart, ben, ça a été le American Siciliano Show. Encore une fois, quand au basket, tu as la meilleure joueuse sur le terrain, tu as le meilleur athlète sur le terrain, ça fait toute la différence. Puis American Siciliano a été complètement dominante. Elle a pris 2 tirs aux 3 points pour donner l'avance à Bishops. Ça a comme, à partir de ce moment-là, le momentum a été complètement du côté des Gators. Puis ils ont pris le contrôle de ce match-là. Puis du côté des Citadins, il n'y a personne vraiment qui a répondu à ce challenge-là, à ce défi-là. Puis au final, quand tu as un écart comme ça, à une équipe aussi polyvalente que Bishop offensivement, c'est difficile de revenir dans un match comme ça. Non, ben, puis tu as raison. Puis, tu sais, on dirait que chaque petit détail à la fin du match est allé du bord de Bishops. Ouais. On regarde, tu parlais tantôt des lancers francs. Ben oui, il y en a eu plus. Mais tu sais, qu'à un moment donné, tu réussis des points là que tu t'en vas chercher. Fait que ta différence est là au tir de 3 points. Tu l'as dit au début du match, Bishop, si on parle du premier match, évidemment, celui de vendredi, parce que dimanche aussi, il y a eu l'autre match, mais ça ne va pas très bien pour Bishops au niveau des tirs en première demi, mais ça ne va pas beaucoup mieux pour l'UQAM à ce moment-là dans le match. Fait que tu sais, il y a des moments où il faut que tu saches profiter. Puis, pour une raison X, Bishops trouvait le moyen de ne pas se creuser un trou malgré les moments où ça allait moins bien. Puis quand ça s'est mis à aller bien, le edge était tout le temps de leur côté. Et tu l'as dit, American Siciliano, puis ça, je vais le répéter, là, à cause qu'on n'a pas énormément d'emphase qui est mise sur notre sport universitaire par les médias en général, les gens ne connaissent pas American Siciliano, mais c'est une star, une superstar de notre basket québécois. T'sais. Ça fait 2 ans de suite qu'elle est la joueuse par excellence. Elle va être joueuse par excellence encore cette année, j'en suis convaincu. Elle contrôle tellement le match. Puis
accompagnée de grandes joueuses autour. Donc, elle a de l'espace, elle a des joueuses à qui donner le ballon. Puis, ultimement, ben, ça fait une équipe très, très, très difficile à battre. Moi, ce qui m'impressionne le plus avec American Siciliano, je l'ai eu en entrevue après le match. Elle avait aucune idée qu'elle avait franchi la marque des 1000 points pour sa carrière dans le X, ce qui était quand même assez drôle. Mais aussi, puis c'est une affaire qui revient souvent quand je la parle, elle adore les moments où son équipe est comme dans le pétrin. Puis que c'est des moments où elle peut changer la dimension d'un match. Elle adore ces moments-là. Puis c'est quelque chose qui est très peu commun chez nos athlètes, ben à ce niveau-là. C'est pas tout le monde qui adore ça quand ton équipe, ça va pas bien, puis que tu dois être la personne qui doit changer la dimension du match, qui doit changer le momentum. Elle adore ça. Elle, en fait, elle a plus de plaisir dans ces moments-là. Elle adore ça. Ça te montre son niveau de confiance, pareil. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, c'est que de la confiance qui te permet d'adorer ces moments-là, parce que dans les fêtes, t'as mieux gagné que d'être en train d'être dans le trouble, mais la réalité, c'est elle aime ça, comme tu dis, parce qu'elle sait qu'elle est capable de faire la différence. Puis elle cherche à la faire. Non, c'est franchement, c'est une joueuse qu'il faut voir. C'est sa dernière année, là, cette année. L'année prochaine, elle sera pas là. Donc, il faut absolument profiter des moments qu'on a à la regarder jouer. Oui, effectivement. Puis je pense aussi que, en tout cas pour le second match qui a été à Bishops, là, Bishops a complètement dominé. Puis moi, l'aspect qui m'a le plus surpris, c'est à quel point Bishops, ils dominent l'intérieur, qui ont dominé l'intérieur dans ces matchs-là. Tu sais, pour ce deuxième match-là, ils ont 46 rebonds face à 38 du côté de l'UQAM. Encore une fois, tu sais, ils n'ont pas nécessairement réussi à chercher tant d'essais sur la ligne de lancer franc. Par contre, leur polyvalence puis leur efficacité aux 3 points a été remarquable. T'sais, ils ont rentré 10 3 points dans ce match-ci. Ils ont terminé avec 40% de réussite aux 3 points. Ça, c'est pas tout le temps que ça arrive. Là. Une bonne assiduité collective comme ça aux 3 points. Quand tu es capable de faire ça, ça fait toute la différence. Fait que pour moi, c'est ça qui a expliqué le résultat au second match. Je pense qu'encore une fois, du côté de l'UQAM, ça va être juste important de voir comment ils peuvent essayer de faire circuler le ballon. Puis quand à l'intérieur, ça ne marche pas, là, ça fait 3 matchs de suite, en fait, qu'à l'intérieur, il y a comme il y a comme un. Quand ça ne marche pas, puis quand il y a un peu de congestion de ce côté-là, c'est de faire circuler le ballon au périmètre, puis de réussir de capitaliser sur d'autres opportunités, notamment sur des tirs extérieurs, qui ne s'est pas arrivé dans les derniers matchs. Fait que je pense que ça va être une question de voir comment on peut se réajuster offensivement. Puis parce que défensivement, l'intensité est là. L'effort est toujours là avec cette équipe-là. Je pense que c'est juste une question d'exécution sur certaines affaires de base. Puis, tu le dis aussi, l'extérieur. Au début de la saison, on avait Yasmine Gassimi, la jeune qui était là, on la sentait rapidement je n'irai pas jusqu'à dire en contrôle, mais en confiance, mettons. Elle a rapidement pris confiance, puis plus la saison avance, c'est pas elle qu'on utilise. Ou en tout cas, oui, elle joue, là, mais elle joue beaucoup moins de minutes. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elle, ça pourrait être une option éventuellement, justement, au périmètre. Je sais que c'est une joueuse jeune, mais c'est peut-être une joueuse qui pourrait apporter des solutions parce qu'au début de la saison, elle faisait des bonnes choses. Non, ça peut être une option. C'est quelque chose à voir dans les prochains matchs, mais encore une fois, puis comme je l'ai mentionné au début du podcast, c'est vraiment la ligne entre jouer avec de l'intensité et ne pas se mettre dans des positions qui vont nous coûter. C'est vraiment ça avec cette équipe parce qu'elles sont talentueuses, elles jouent avec de l'agressivité, puis ça, c'est mené par les jumelles derrière, puis tout ça se propage dans le reste du collectif, mais vraiment être capable de rester en contrôle, que ce soit sur essayer d'avoir des tirs faciles au panier, puis de ne pas nécessairement laisser les émotions prendre le dessus dans les matchs, puis de se mettre dans des situations avec des fautes accumulées, parce qu'après ça, quand tu accumules des fautes, ça devient difficile de jouer défensivement aussi ardument que tu peux parce que c'est plus. Tu es en position que tu ne peux pas nécessairement prendre autant de risques et être aussi physique parce que tu sais que tu es en foul trouble, comme ils disent. Fait que défensivement, ça te limite, puis offensivement aussi. Donc, non, ça a quelque chose à voir. C'est sûr, si ton identité, c'est de l'intensité, à partir du moment où les fautes deviennent un enjeu, bien, effectivement, ça te coupe les élans un peu. Oui. Donc, c'est intéressant, Bishops qui s'assure de la première place.
les 2 défaites de l'UQAM amènent l'UQAM à être maintenant au 3e rang du classement. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que les 2 prochains matchs, en fait, Bishops va jouer contre Laval un match et son autre match va être encore contre l'UQAM. Donc, UQAM puis Laval ont chacun un autre match à jouer contre Bishops. Ça va être intéressant de savoir s'il y en a une des 2 qui va être capable de battre Bishops pour peut-être justement s'assurer du 2e rang et de recevoir le match de demi-finale, excuse-moi. Donc, ça va être à voir. Maintenant, par contre, on a eu McGill Concordia qui ont splitté la fin de semaine. Et là, c'est intéressant parce qu'une de ces 2 équipes-là va être éliminée, puis l'autre équipe va continuer son parcours. Oui, pour le premier match à McGill, pour de vrai, belle performance de cette équipe de McGill. Déjà, grosse mention à Daniel Memgo. 22 points. Tu vois, c'est exactement ce qu'ils avaient besoin. Dans les derniers matchs, on n'avait pas nécessairement eu une joueuse qui avait vraiment explosé, qui avait franchi la barre des double digits en termes de pointage, puis vraiment mené l'équipe au pointage. Là, c'est exactement ce que tu as eu avec sa performance. Elle est allée chercher vraiment quand même, 5 lancers francs, 3 réussis, mais c'est surtout son efficacité globale, 9 tirs réussis sur 14. Vraiment, quand tu as une bonne efficacité comme ça rend les choses plus faciles. Puis je pense que le reste de l'équipe a suivi. Il y a aussi Steffi Chukwugueno, qui a terminé avec 16 points, qui ont sorti de banc. Ça aussi, c'était une bonne performance. Fait que, honnêtement, très belle performance du côté de McGill offensivement. On a vu des belles choses. Puis du côté des Stingers, je pense que ça a été un début de match difficile. Elles se sont rattrapées au fur et à mesure au 2e puis au 3e quart. Mais je pense que les choses sont juste redescendues au 4e quart de ce match-ci. McGill a repris, ils ont gagné ce quart-là 22-10. Donc, je pense que c'est ça qui résume un peu les choses. Je pense que ça a été juste une question de défense, surtout à l'intérieur notamment. Et le 2e match, serré jusqu'à la fin, ça a pris un tir de 3 points de Florence Poirier avec une trentaine de secondes à jouer, si ma mémoire est bonne. Florence Poirier réussit un seul tir dans ce match-là, sur les 16 minutes qu'elle joue. Réussit un seul tir, mais quand on parle de clutch, ça, c'était clutch. Et ça a fait changer le vent de base. C'était McGill menait par 1 à ce moment-là. Concordia a pris les devants par 2, puis finalement gagné par 4 le 2e match. Et ça fait en sorte que, comme je disais, McGill-Concordia, nez à nez, pour le dernier spot pour les séries. Et ces 2 équipes-là vont s'affronter de nouveau la semaine prochaine, samedi pour être exact, à McGill. Donc, c'est le match qui devrait faire la différence, à moins qu'une des 2 équipes, parce que McGill va affronter l'UQAM, puis Concordia va affronter Laval la semaine suivante. Si une de ces 2 équipes-là arrive à gagner contre son adversaire, ça pourrait changer les choses, mais ça devrait théoriquement être l'affrontement qui va faire la différence de celui de Concordia-McGill le samedi prochain. Définitivement, c'est 2 équipes, encore une fois, dans le 2e match, c'est 2 équipes qui jouent beaucoup avec de la ténacité, surtout défensivement, qui jouent bien, qui sont ardus. Fait que ça va être un match en fait très serré qui va être très intéressant à suivre. Je pense qu'il va se terminer de façon similaire à ce match-ci. Avec vraiment, ça va prendre des efforts puis une bonne exécution en fin de match. Assurément, il va y avoir beaucoup d'intensité. L'enjeu est trop important. Donc, ça va être à suivre ceux qui veulent aller voir un bon match de basket Concordia-McGill la semaine prochaine, samedi. Du côté des gars, on peut aussi dire qu'on a eu des choses particulières qui se sont passées. Et encore là, on avait programme double, même chose, Bishops, UQAM, Concordia-McGill. Bishops qui s'en va gagner les 2 matchs contre l'UQAM. Ça, à mon avis, c'est une solide surprise, mais tu en avais quand même glissé un mot la semaine dernière, l'importance du travail sous les paniers, la physicalité des gars de Bishops, qui allaient probablement être en mesure de faire ou donner du trouble à l'UQAM. Ils en ont plus que donné. Ils ont gagné leurs 2 matchs. Et ça, c'est majeur parce que non seulement ça donne confiance à Bishops, mais ça fait aussi en sorte que Laval pourrait finir premier au classement au bout de tout ça. Mais tu l'as mentionné, moi, est-ce que j'étais surpris? Oui, dans le sens que je pensais que les Stana allaient se reprendre, mais en même temps, quand tu vas au match puis tu le vois, honnêtement,
après, surtout en m'étant rappelé des derniers matchs de Bishop, j'ai fait, c'est pas tant surprenant pour de vrai. Parce que Bishop, encore une fois, c'est une équipe dangereuse. C'est une équipe que, athlétiquement, leur vitesse de jeu, les athlètes qu'ils ont, sont très comparables à ce que l'UQAM a. Je dirais juste que l'UQAM, offensivement, ils ont peut-être plus de gars qui peuvent aller chercher individuellement, créer leur tir. Puis vraiment, peut-être aller chercher, mettons, un 3 points ou prendre la balle en main puis prendre des décisions puis être fluide de cette façon-là. Mais Bishops, en termes de juste talent athlétique puis leur capacité à aller chercher des rebonds, être défensivement ardu, une belle constance, une bonne énergie, c'est une équipe qui peut jouer avec n'importe qui puis ils l'ont montré. Puis encore une fois, l'équipe est allée chercher, je pense, c'est quoi, 63 rebonds. 63 rebonds, c'est beaucoup, là. Tu sais, comparé à l'UQAM, je pense qu'on termine à 44. 44, ouais. C'est 20 rebonds quasiment de plus. Et tout ça sans Charles Robert, hein? Oui. Encore une fois, tu sais, sans Charles, tu viens de le mentionner, fait que encore une fois, ça montre à quel point cette équipe-là, techniquement, sont vraiment efficaces. Mais leur effort dans ce premier match à l'UQAM était vraiment remarquable. Ils allaient chercher surtout les rebonds offensifs. Vraiment, c'était assez remarquable. C'était une belle... Étienne Gagnon, je dois le mentionner, 18 rebonds, 13 offensifs. Tu sais, ça montre à quel point, dans des situations où la balle ne rentre pas sur un tir extérieur, ils vont chercher puis se créer une opportunité à l'intérieur. Puis ça arrivait souvent, ça, qu'ils battaient les citadins sur des situations, sur des séquences offensives comme ça. Ah, puis Étienne Gagnon, en même temps, en fait, c'est 37 rebonds en fin de semaine pour Étienne Gagnon. Ce gars-là, c'est une recrue, je veux le rappeler, c'est un ancien des Volontaires de Sherbrooke. Étienne Gagnon, c'est une recrue qui, plus la saison avance, plus il fait sa marque sur cette ligue-là. Franchement, un gars qui a une sérieuse chance d'être recrue de l'année. En fait, il est probablement en avance, à mon avis. Je ne sais pas qui d'autre pourrait avoir le titre. Mais c'est ça. Donc, une équipe de Bishops qui est capable, on dirait qu'il s'améliore de semaine en semaine, puis on le voit plus la saison avance. C'est une équipe qui a comme pris son air d'aller, qui prend contrôle et qui a une profondeur intéressante aussi. Tu sais, il y a des Rowan Alpini, David Navarro, des gars qui arrivent comme ça, qui arrivent à être efficaces à des moments clés qui font en sorte que, un 3 points ici, tu sais, il y a une efficacité là, dans ces gars-là qui arrivent du banc aussi, qui rajoutent et qui rendent la tâche difficile à leurs adversaires. Oui, mais je pense, en tout cas, du côté des Citadins, ces derniers matchs, je pense pas que c'était à leur standard. Pour avoir parlé avec coach Mario Joseph, puis dans ce deuxième match-là, à Bishop, je pense que c'était mieux. Encore une fois, le début de match n'était pas idéal. Le Bishop, ils ont remporté ce début de match-là 21-10. Pour prendre pour vraiment s'imposer dans ce match-là. Mais par la suite des choses, c'était des belles performances de Alex Lechard, il a avec 18 points, Kevin Civil, 22 points, Baïdé Adara, 16 points. Fait que, on a revu un peu les Citadins du début de saison, que vraiment l'agressivité et la polyvalence offensive étaient présents. Puis je pense que c'est ça qui leur a permis de forcer une prolongation. Mais en fin de match, Bishop a juste été constant, puis ils ont pris le dessus, puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour terminer la prolongation avec la victoire. Ah, exact. Puis, tu l'as dit, ça a quand même pris dans ce deuxième match-là, on était allé en prolongation. Les Gators qui menaient par 16 à la mi-temps. UQAM qui revient, il n'y a pas de doute. L'UQAM, c'est une solide équipe. Ce n'est pas une équipe qui est allée se faire planter en fin de semaine. C'est pas ça. C'est juste que des fois, l'UQAM, puis on l'a dit, des fois, on sent cette inconstance-là dans le jeu qui fait en sorte que des équipes, justement, très stables arrivent à leur causer du trouble. Pourtant, sur papier, je pense que c'est la meilleure équipe encore, pareil, du circuit québécois. Quand ils jouent collectivement, qu'ils font circuler le ballon, ils sont inarrêtables. Sincèrement, quand vraiment, il y a vraiment eu des matchs que j'ai vus d'eux que comme quand ils arrivent à faire les bonnes passes, quand tout le monde joue pour les autres, puis qu'ils sont capables de trouver ce rythme-là, ils sont inarrêtables parce qu'ils ont tellement de gars qui peuvent, balle en main, créer leur propre tir individuellement. Puis ça, au basket, c'est comme
si tu veux rentrer le ballon dans le panier, c'est ça que tu as besoin. C'est des gars que, one-on-one, ils peuvent battre un autre gars, puis l'UQAM, ils ont ça. Par contre, quand tu rentres trop là-dedans, trop dans l'individualisme, trop dans dribbler le ballon puis le garder trop longtemps, tu perds du temps, puis ça crée des. C'est plus facile pour la défensive de gérer ça. De s'occuper d'une seule personne. Fait que pour moi, ça va être ça l'ajustement, ça va être continuer d'aller dans cette direction-là, de revenir à plus du basketball collectif. C'est pas que c'est. J'ai pas envie de dire que c'est pas des gars égoïstes ou c'est quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est juste des fois, ben, sur certaines séquences, ben, tu rentres là-dedans parce que c'est naturel, veux pas. Quand tu es talentueux puis que tu sais que tu es capable de battre ton gars, ben, tu vas rentrer là-dedans. N'importe qui, c'est la nature humaine de faire ça. Là, ça va être juste de revenir aux bases du basketball qui est, veux pas, c'est un sport d'équipe. Exact. Je pense que ça revient à ça. Puis le message, c'est souvent celui-là. Bref, ça devient récurrent avec l'UQAM. C'est juste d'avoir ça. Mais ça montre que les autres. C'est un sport d'équipe, comme tu l'as dit. Puis il y a des équipes qui sont en train de se positionner, en tout cas, qui sont plus stables que l'UQAM à ce niveau-là, c'est au niveau du jeu collectif. Et voilà, fait que ça fait en sorte que l'UQAM est probablement ou peut-être en train d'échapper la première position. Mais c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. D'ailleurs, l'UQAM et Bishops vont recroiser le fer à Bishops. Par contre, pendant ce temps-là, on avait deux duels Concordia-McGill et on savait que c'était important parce que Concordia avait perdu 7 matchs de suite, mais c'était l'occasion pour Concordia de gagner au moins un des 2 matchs, puis respirer un peu mieux, puis avec en se disant qu'il allait pouvoir finalement entrer en éliminatoire. Mais McGill a gagné les 2 matchs, ce qui fait qu'on se retrouve avec 2 équipes de Concordia et McGill à 5-9 qui vont se battre jusqu'à la fin pour les éliminatoires, comme chez les femmes d'ailleurs. Oui, je pense que du côté de McGill, encore une fois, défensivement, c'est une équipe qui joue tellement dur, puis qu'ils sont très constants. Pour ce premier match, Samuel Chaput, encore une fois, une très belle performance, 23 points. Encore une fois, il montre à quel point c'est un garde, c'est un joueur vraiment spécial. J'ai trouvé que collectivement, surtout l'assiduité sur la ligne des 3 points était très solide. T'sais, ils ont terminé avec, je pense, 9 3 points complétés, ce qui n'est pas rien. Sur la ligne des lancers francs, 14 essais, 12 tentatives de réussite. Fait qu'encore une fois, une belle efficacité globale, autant offensivement que défensivement. Du côté de Concordia, je pense que c'est vraiment. Ils ont des creux. Genre, par exemple, dans ce premier match, ils mènent le premier quart. Puis au deuxième quart, c'est comme complètement l'inverse. C'est comme McGill a réussi à se réaffirmer, de prendre le dessus. Puis ça se continue du côté de Concordia au troisième quart. Ils gardent ce creux-là pour le deuxième puis le troisième quart. Puis au bout d'un moment, c'est comme quand tu as McGill qui reste constant, mais ça fait toute la différence. Puis offensivement, McGill, ils arrivent à rester très assidus puis trouver un bon rythme. Alors que Concordia, je trouve que sur certains cas, c'est comme ils n'arrivent pas à s'affirmer, que ce soit à l'intérieur, que ce soit sur du tir extérieur. C'est plus difficile. Fait que pour moi, c'est ça qui a fait la différence un peu dans ces 2 matchs. Ben, tu le dis bien, c'est ça, des creux de vague, puis. Mais à un moment donné, c'est. Encore là, j'utilisais le mot récurrent tantôt, je pense que c'est encore ça. Puis, tu as mentionné le nom de Samuel Chaput pour McGill. Au lieu de se retrouver avec une attaque avec Jenkins et Elizovic, là, tu as Jenkins, Elizovic, Chaput. Et je pense que ça positionne McGill comme une équipe d'un autre niveau maintenant à cause de ça. Tu t'en as glissé un mot à quelques reprises, comment un joueur ou une joueuse qui domine peut faire une différence. Ben, Samuel Chaput, depuis quelques semaines, son entrée en scène, c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui vient de la NCAA, on en a déjà parlé. Il fait une grosse différence pour cette équipe-là de McGill et clairement, il est en train de bien bâtir sa chimie avec Jenkins et Elizovic. Puis, tu sais, Sam Jenkins, c'est un gars qui depuis le début de l'année, est le pilier de l'équipe de McGill. Mais facilement, les deux, on dirait, arrivent à se séparer la tâche, Jenkins et Chaput. Puis ça fait juste aider un gars comme Elizovic. Regarde, il se ramasse avec 22 rebonds dans le premier match. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tous ces gars-là font très, très, très bien le travail pour lesquels on va les chercher, puis leur rôle réel dans l'équipe,
ben, tu vas gagner des matchs. Là. Puis McGill se positionne de plus en plus. McGill c'est rendu une équipe solide dans cette ligue-là. Ils vont être dangereux en éliminatoire. Évidemment. Puis du côté de Canada, je pense que encore une fois, ils n'ont pas Tyrell Williams. Puis je pense qu'offensivement, comme je l'avais dit, le fait quand tu n'as pas ton meneur gestionnaire qui peut créer son propre tir, puis qui rend un peu, qui ajoute cette étincelle-là à ton offensive, ça rend les choses plus difficiles. Tu sais, ils ont un gars comme Alec Faneuf, que c'est un joueur solide, il fait de son mieux. Il y a aussi James Joseph qui est intéressant. Fait que, ils ont quand même des armes quand même à Concordia, c'est juste que ils n'arrivent pas à trouver ce bon rythme constant entre avoir capitalisé sur les tirs extérieurs, attaquer le panier, puis être efficace globalement. Puis se créer des tirs faciles. Ils font des passes, ils jouent collectivement. C'est juste que beaucoup de passes ne deviennent pas des assists. C'est-à-dire que ils vont faire une passe, puis ça ne va pas rentrer, puis ça ne va pas capitaliser parce que, je sais pas, je trouve qu'il y a peut-être un manque de vitesse offensive. Ça, c'est juste mon avis. Mais je pense que ça va juste être intéressant à voir comment ils vont être capables de se ressaisir un peu. Après leur dernière séquence de défaite, avant leur pause, je trouvais qu'ils jouaient mieux au 4e quart puis que ça s'améliorait. Je pense qu'ils l'ont montré quand même durant ces 2 matchs-là, mais à cause de ces creux-là offensifs, ça fait que même quand ils réussissent à bien jouer au 4e quart, le 2e et 3e quart, ils n'ont pas réussi à assez rentrer des points. Donc, ça rend les choses plus difficiles. Au bout d'un moment, tu ne veux pas continuellement essayer de rattraper tes erreurs puis toujours passer à ça. Tu veux être capable de te mettre dans des positions de confiance. Puis la confiance, c'est important dans n'importe quel sport. Puis si tu n'es pas confiant, que tu es en contrôle du match, puis que tu es vraiment, je veux dire, adroit, puis je sais pas, c'est plus difficile de bâtir ce rythme-là puis cette constance-là. C'est plus ça que je veux dire. Non, tu as raison. Puis à un moment donné aussi, il est question que faut que tu aies confiance en ta force de frappe offensive pour remonter la pente. Puis ça aussi, ça aide pas quand ça fait des semaines et des semaines que tu ne gagnes plus, que quand tu as un creux, tu n'arrives pas à remonter suffisamment, du moins pour te donner des chances de gagner. Ben, la semaine d'après, puis la semaine d'après, ton moral n'est pas nécessairement prêt à attaquer ces situations-là. Donc, c'est malheureux, mais c'est pas fini pour Concordia. C'est pas fini pour Concordia, malgré tout. Donc, encore une chance. La semaine prochaine, on va avoir des affrontements. Bishops Laval, vendredi et samedi, Concordia McGill, à chaque fois des programmes doubles féminins, masculins. Ça va être à voir. Pour Laval, ça va être une belle occasion de peut-être prendre les devants au niveau masculin, au niveau du classement. On ne sait pas, mais Laval a les occasions de le faire, puis on devrait avoir le retour, d'après moi, de Sidney Tremblay-Lacombe. Donc ça va être à surveiller aussi de ce côté-là. Fait que encore du super basket, puis les éliminatoires s'en viennent. On va avoir des choses vraiment intéressantes, puis on va avoir du bon basket. Allez voir ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a vraiment de la haute qualité, et dans le jeu, et dans le spectacle, et dans les enjeux. Donc, tout est là. 100%. Juste pour dire un mot sur les prochains matchs, Bishop, ça va, j'ai vraiment hâte. Je trouve que collectivement, du côté féminin, Laval joue tellement bien, puis Bishops aussi. Fait que ça va être un match vraiment intéressant à voir. Je pense que c'est des équipes qui s'équivalent. Je pense que la question, ça va être comment Laval va répondre à American Siciliano. Parce que c'est la joueuse. Tout est là. Non, mais c'est ça, c'est là. Collectivement, je pense qu'ils peuvent s'équivaler. Bien rivaliser contre. Mais si l'UQAM, en termes de pression, n'ont pas réussi justement à limiter physiquement American Siciliano, moi j'ai hâte de voir. Peut-être que ça va être d'autres solutions défensivement du côté du Roger qui vont être proposées. Moi j'ai hâte de voir comment ils vont s'ajuster à ça par rapport à, par exemple, une explosion offensive de Siciliano au 3e ou 4e quart. Intéressant. Moi, la question que je me pose des fois avec des joueurs ou des joueuses de cette trempe-là, est-ce que c'est d'éliminer tous les autres en sachant que cette personne-là va faire ses 25, peut-être même 30 points, mais est-ce que je suis capable d'éliminer complètement l'efficacité des autres en me disant collectivement, je vais battre ces 30 points de toute façon, mais est-ce que je peux limiter au maximum la part des autres? Ça peut être une façon de le voir. Mais je vais laisser les coachs intelligents déterminer. Oui, définitivement. On va laisser ça aux coachs, ça va être intéressant à voir. Puis parce que aussi, tu sais, Bishops,
ils ont des tellement bonnes joueuses, ils ont plusieurs armes autour d'Amaken Siano. Je pense à une joueuse comme Jael Kambunda qui elle va chercher des rebonds, qui est très bonne défensivement. Puis du côté masculin, ça aussi, ça va être intéressant. Bishop, ils ont montré que c'est une équipe qui peut être dominante. Ils peuvent être dominants, puis ça, c'est quelque chose que j'avais vu dès que j'avais commencé à suivre en tout cas, le basketball universitaire au Québec. C'est une équipe que physiquement sont imposants. Fait que, du côté de Laval, c'est est-ce que, ben, en tout cas, si on assume que Sidney Tremblay-Lacombe revient, est-ce qu'il va être à 100%? Puis comment offensivement ils vont être capables de retrouver ce rythme-là? Je pense qu'ils ont montré que même sans lui, ils sont capables d'avoir une belle polyvalence, mais je trouve que son agressivité et vraiment sa dominance offensive ajoute encore plus. Parce qu'il est capable de créer ses propres tirs. Il est un passeur exceptionnel. Donc, ça va être intéressant à suivre aussi. Absolument, absolument. Donc, encore une fois, beaucoup d'excellents basket. Et parlant de basket, niveau collégial, je vous invite fortement à aller lire l'article que je viens d'écrire. Oui, il y a tout le temps Jason qui, en plus, nous rédige ses comptes rendus des matchs de la fin de semaine au niveau universitaire, mais j'ai fait le tour pour vous mettre la table sur les batailles et les luttes pour les dernières places en éliminatoire au niveau collégial, autant masculin que féminin. Donc, je vous invite à aller lire ça en même temps. Jason, Brian, Jean-Baptiste, encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à tous. Salut. L'entrevue de la semaine. Cette semaine, on a la chance d'avoir avec nous un gars qui a été champion, qui est encore champion canadien en titre, champion du monde même dernièrement, à cause que tu es allé aux universiades des Patriotes de l'UQTR, l'équipe de hockey, Simon Lafrance. Bienvenue à Bulletin sportif, Simon. Merci de l'invitation, c'est gentil. De prime abord, comme je disais, champion canadien. Là, maintenant, champion du monde. Tu arrives des universiades avec l'équipe canadienne. C'est quoi le thrill, là, justement? J'ai posé la question à Amy Fecteau il y a 2 semaines quand je l'ai passé en entrevue, qui était capitaine d'équipe canadienne du côté féminin. Toi, tu étais avec l'équipe canadienne, évidemment, du côté masculin. C'est quoi le thrill de représenter le Canada? Puis c'était quoi pour toi cette expérience-là? Honnêtement, c'était un honneur. C'était la première fois pour moi que j'avais la chance de représenter la feuille d'érable. C'est un peu quelque chose que tu ne penses pas qui est accessible pour les sports universitaires. Quand tu es jeune, tu vois les World Juniors, les Olympiques, quand tu arrives junior, les moins 17, les moins 18. J'ai jamais été dans l'élite de mon âge, si je peux dire comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment cool pour moi de représenter la feuille d'érable. Je pense que c'était la même chose pour la plupart de mes coéquipiers là, qui étaient là-bas. Oui, il y en a beaucoup qui ont fait les moins 17, moins 18. Mais pour la plupart d'entre nous, c'était une des premières fois qu'on représentait le Canada. Donc, c'est vraiment un feeling spécial. C'est la première fois que tu mets le chandail. On était trois Québécois là-bas. Là, j'étais assis à côté d'Isaac dans la chambre. Puis c'est un feeling spécial. Là. Tu mets le chandail de ton pays, tu représentes ton pays dans une compétition internationale. Puis on sort de là avec la médaille d'or. Donc, on ne pouvait pas demander mieux. Là. Puis, justement, représenter ton pays, puis là, jouer contre du monde contre qui tu ne joues pas d'habitude, jouer contre d'autres pays, puis même le Japon. C'est drôle, j'ai l'impression de poser les mêmes questions que j'ai posées à Amy, mais quand même, je trouve ça spécial parce que c'est arrivé chez les gars puis chez les filles de jouer contre le Japon assez loin dans le tournoi, alors que si tu regardes en temps normal, le Japon n'est même pas dans le game au niveau international. Fait, mais que ce soit eux autres ou d'autres mondes, justement, de jouer contre du monde contre qui tu ne joues pas jamais ou presque, puis d'avoir la chance de les affronter comme ça, c'est spécial quand même. Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qui était nouveau. Là, je veux dire, chaque match était comme une nouvelle histoire, une nouvelle étape. On ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Oui, on faisait du pre-scout. Les coachs là-bas étaient vraiment sharp, donc on savait un peu à quoi s'attendre des équipes. Là, mais on est arrivé contre le Japon un dimanche matin à 9h30. Le premier chiffre, on s'est tous regardé. On s'est dit, OK, ils sont rapides, là, ça va jouer. Mais on est sorti de là. Puis, je pense que c'est ça qui fait la force de notre équipe. Là, peu importe le style de jeu qu'on avait contre le Japon, c'était extrêmement rapide. Contre les Américains, même chose. Les Tchèques, c'était des gros bonhommes qui jouaient physique. Mais peu importe le style de jeu que l'autre équipe avait, on était capable de la matcher et d'être encore meilleur que les autres. Je pense pour ça qu'on est ressorti de là avec la médaille d'or. Mais pour répondre à ta question, là, c'est sûr que c'est spécial de jouer contre
contre du monde que tu n'as absolument aucune idée qui ils sont, mais eux autres, en échange, n'ont absolument aucune idée de qui. Non, il y a ça. Donc, tu sais, ouais, c'était vraiment cool. Revenons sur nos terres à nous autres. Toi, tu as joué au hockey essentiellement toute ta vie, j'imagine. Tu as dû commencer bien jeune. Tu as quand même joué du bon niveau, là. Veux pas. Je pense que le monde sous-estime un peu les gars qui arrivent dans l'universitaire, d'où ils viennent. La plupart viennent du junior majeur, la grosse majorité. On passé par là. Tu as joué ton midget 3A. Après ça, tu es allé, tu as fait ton junior majeur à Val-d'Or et à Victoriaville. Tu as même été capitaine à Victoriaville. Fait que tu as du gros hockey dans le corps après. Est-ce que toi, tu as pensé à aller tester le professionnel, les East Coast de ce monde, l'Europe, avant de décider d'aller jouer à l'université? Honnêtement, non. Tu sais, je me rappelle là, quand j'étais à Victo à 20 ans, là, mon coach, c'est Louis Robitaille, qui est maintenant rendu à Gatineau. Là, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui est quand même bien plugué au niveau du sport professionnel, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Puis, je me rappelle avoir eu beaucoup de discussions avec lui, là, surtout que ça m'a pris du temps avant de prendre ma décision, avant de choisir mon équipe universitaire. Là, mais non, lui, le conseil qu'il me disait, c'était vraiment d'aller à l'école parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les offres qu'on va avoir en sortant de junior, ben, on va les avoir dans 4 ou 5 ans quand on va sortir de l'université. La seule différence qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un diplôme. Donc, tu sais, on était arrêtés, nous autres, à cause du COVID universitaire. Là, on a manqué une saison, même l'année passée, là, si on se rappelle, à cause de. On a créé le mouvement, on veut jouer, peu importe. Là, mais tu sais, il y a eu plein d'offres qui sont arrivées, puis qui auraient été alléchantes pour moi, tu sais, des offres dans la East Coast, des offres en Europe. Tu sais, je connais plein de monde qui joue en Europe. Tu sais, je connais quelqu'un qui m'a demandé d'aller finir la saison avec eux, mais tu sais, je suis dans ma 3e année de bac à l'université. Il me reste 1 an d'école dans ma vie. Donc, j'aime mieux manger mes bas pour l'instant. C'est la réponse que je dis à tout le monde. Je mange mes bas point de vue école parce que, tu sais, je veux dire, je joue au hockey encore à un excellent niveau. Puis, tu sais, j'ai vraiment du fun ici, là. Mais le pro, ça va être pour après. Tu sais, je vais sortir d'ici, je vais avoir mon diplôme, je vais aller jouer professionnel. Puis quand je serai tanné de jouer au hockey, ben, au moins, je vais avoir mon papier. Fait que c'est ça la mentalité en ce moment. Ça a-tu tout le temps été important, l'école, dans ton milieu, les parents, tu sais, parce que les gens parlent souvent de ça, justement, ceux qui passent par le junior majeur, comme quoi c'est dur d'aller à l'école en même temps. Tu sais, faut que tu t'isoles, il faut que tu t'installes. Tu sais, tu peux pas, tu sais, c'est pas comme si tout le monde allait dans ses cours toute la journée, un peu comme un sport-études, puis où justement à l'université, où est-ce que tout le monde est à l'école, puis c'est normal. Il y a quand même un élément différent. Est-ce que c'était important pour toi de finir ton cégep, puis toutes ces choses-là, pendant que tu faisais ton junior, justement? Mais tu sais, le hockey junior, je pense que c'est grandement amélioré point de vue école. Du moment que je suis rentré puis du moment que je suis ressorti, je pense que j'ai vu une différence là, en 3 ans. Malheureusement, moi, je n'ai pas fini mon cégep. Je suis un joueur late qu'on appelle, donc je suis arrivé à 18 ans au cégep. Au début, j'étais à Val-d'Or, un peu éloigné. Donc, tu n'as pas le parcours atypique de ma soeur présentement est au cégep, ma soeur a 17 ans. Elle a comme 8 à 9 cours par session. Moi, je me rappelais, à Val-d'Or, j'avais 4 cours par session. Donc, je passais mes cours, j'allais à l'école. Je veux dire, ça a tout le temps été important dans une famille d'aller à l'école, de s'éduquer. Donc, c'est sûr que quand tu joues junior, c'est pas tout le temps facile. Mais j'ai toujours continué à y aller. Puis là, rendu à l'université, c'est pour ça que la mentalité en ce moment, c'est de finir. Mon frère est avec moi ici présentement, donc les deux, on est encore aux études. Ma soeur a fini son cégep cette année. Donc, c'est ça, l'école, ça a toujours été très important pour nous. Puis tu étudies en éducation physique, c'est ça? Oui, exactement. Donc, le sport risque de. Ben, pas risque. Le sport va rester dans ta vie, c'est clair. Je te dirais que le plan de match, c'est. Je suis quelqu'un qui a une bonne tête de hockey. Je comprends quand même la game, ce qui est une de mes forces en tant que joueur. Fait que, si je suis capable d'utiliser ma tête pour gagner ma vie dans le futur, c'est sûr que le bac en éducation physique est intéressant à mélanger avec le hockey. Mais on voit de plus en plus de sport-études naître au Québec. Donc, c'est sûr que ça, c'est. Je te mentirais de te dire que je ne serais pas intéressé à ça. Là. On va y aller tantôt là-dedans. Je suis intéressé de savoir comment tu vois tout ça, ce développement du hockey et tout. Ouais. Mais on va parler de ce qui s'est passé l'année passée.
les Patriotes. Pendant la saison, tu as fait une remarque par rapport à ça, le mouvement, comment tu as dit ça? On veut jouer, c'est ça. Hashtag on veut jouer. Ça, c'était incroyable, ça. Est-ce que c'est venu des joueurs? C'est venu de qui exactement, cette idée de mouvement-là? Dans le fond, cette idée-là est venue de Mathieu Gravel, qui était notre assistant entraîneur l'année dernière, qui est maintenant rendu à Drummondville. Tu sais, je veux dire, on s'est fait arrêter au mois de... Je pense que c'est au mois de décembre. T'sais, on a joué nos matchs avant Noël, puis quand on est arrivé au mois de décembre, on s'est fait arrêter. En revenant de Noël, ça a été la même chose. Mais tu sais, il y a eu une vague là, avec le COVID. Même le junior majeur est arrêté. Bref. Mm-hmm. Mais tu sais, quand on regardait en bout de la ligne, on avait joué 7 matchs en 1 an et demi. Ce qui est pour des jeunes entre 21 et 24 ans, 25 ans, vraiment pas assez. Donc, Mathieu est arrivé avec cette idée-là de créer le mouvement On veut jouer. Mathieu, c'est quelqu'un qui a plusieurs connexions dans le monde du hockey au Québec. T'sais, on le voit à Hockey le Magazine, à RDS, des affaires de même. Donc, il est plugué avec Hockey Québec. Donc, il a vraiment passé le mot à toutes ses connaissances. Puis, là, c'est vraiment là qu'on a vu le pouvoir des médias sociaux de la bonne façon. Parce que le message, ça a été assez fou comme réaction. Parce que le message s'est transpercé au Québec. Tout le monde a partagé, tout le monde voulait embarquer dans ce mouvement-là. Puis, ça a-tu fait avancer les choses? Ça a-tu pas fait avancer les choses? Je pourrais pas dire, mais la seule chose que je peux te dire, c'est qu'on a recommencé à jouer. Puis, on a fini par gagner. Donc, tu sais, je vais toujours me rappeler le post que les Patriotes de l'Uquitar ont fait quand on a gagné. Ils ont juste écrit « On vous l'avait dit qu'on voulait jouer ». Exact. Puis, tu sais, mais non, ça a été vraiment fou, la réponse de tous les jeunes, toutes les équipes, toutes les organisations. Le hockey mineur avait embarqué là-dedans aussi. Ici, on est proche des estacades. Les estacades avaient embarqué, les cataractes avaient embarqué. Donc, vraiment, je pense que c'était toute la communauté hockey, autant féminin que masculin, qui poussait ensemble pour recommencer à jouer au hockey. Ah, puis je pense que vous avez galvanisé un peu le sport au complet, parce que je pense que il y en avait beaucoup de monde qui voulait jouer, mais amener un message positif. Là, je me rappelle du jeune gars à Québec au niveau du football là, qui avait organisé une marche à Québec et tout. Il y avait du monde qui avait ça, mais je pense que à ce moment-là, le monde était juste assez tanné, puis de la manière que vous l'avez amené, c'était positif. Fait que, exact. Je pense que si on l'avait amené en chialant ou whatever, comme ça aurait été perçu différemment, mais là, c'était vraiment positif. Je pense ce qui est arrivé aussi, c'est que nous, je ne sais pas si la RSEQ, c'est ça qui est arrivé aussi, mais nous, on joue dans la division de l'Ontario, la OUA, ça s'appelle, puis l'Ontario ne reconnaissait pas les sports universitaires comme des sports élites. Exact, je me souviens, oui. C'est pour ça que ça bloquait en Ontario. Puis, nous, je veux dire, il y a 3 équipes au Québec, le Concordia, McGill et nous. Donc, je veux dire, oui, on peut jouer contre ces 3 équipes, ces 2 autres équipes-là, mais en bout de la ligne, on va finir par s'arracher la tête. Là. Je veux dire, tu sais comme moi comment c'est l'émotion. Puis, fait que l'Ontario qui bloquait l'accès au sport universitaire en déclarant que c'était pas élite, là, ça a pété en Ontario aussi. Fait que là, tout le monde a embarqué, puis finalement, on a pu jouer. Et comme tu dis, tant mieux, parce que ça amenait à des bonnes choses. Est-ce que ça vous a rassemblé, même vous autres, à l'intérieur de l'équipe? Puis est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui vous a aidé pour le reste de la saison après? Je ne pourrais pas dire rassembler parce que, je veux dire, on était déjà une gang très serrée. Puis, je pense qu'on poussait tout dans la même direction. On avait toute la même opinion face à ça. Fait que, ça a juste été un genre de mouvement tout le monde poussait dans la même direction une fois de plus. Puis, c'était comme... de dire que ça nous a rassemblés encore plus, je te dirais pas tant. Il y a un autre événement dans la saison qui est arrivé qui nous a fait en sorte qu'on s'est rassemblés encore plus. Mais le mouvement On veut jouer, ça a juste déclenché comme... C'est le temps. C'est quoi cet événement-là qui vous a rassemblé? Ça, c'est l'année dernière, il est arrivé une petite situation. Je veux dire, on est des êtres humains qui sont émotifs, puis je faisais partie de cette situation-là. Rien de grave, là, vraiment, c'est quelque chose qui est arrivé dans un match, une réaction face à un jeu tel que tel. Puis ça avait comme pas déclenché, mais mis un petit frein sur tout le monde par rapport à où on s'en allait. Puis on a eu une rencontre, tous les gars ensemble, un souper un mardi soir à la Cage au Sport à Trois-Rivières.
Puis, on s'est parlé, on s'est juste dit vraies affaires. Moi, je me rappelle, j'ai pris la parole parce que j'étais concerné dans l'histoire. Puis, j'ai dit, on s'entend qu'on veut toute la même chose. S'il y en a qui pensent que quelqu'un veut le contraire, mais il n'est pas à bonne place en voulant dire qu'on veut tout finir avec la médaille d'or puis une bague. Puis, tu sais, depuis ce meeting-là, on n'a pas perdu du reste de l'année. Puis c'est le genre d'affaire qui vous a fait, qui a fait en sorte que un et l'autre, vous avez compris que nonobstant comment vous êtes, exact. Le focus était sur l'objectif, vous aviez tout la même, dans le fond. Tu sais, on était tellement focus sur le fait de gagner qu'on oubliait un peu qu'on était tous là pour s'amuser. Tu comprends? Fait que le message après ça, ça a été bon, tout le monde est dans le même bateau, tout le monde pousse dans la même direction, ben on peut juste avoir du fun. Puis je pense que c'est exactement ça qui est arrivé. Puis, tu sais, on a gagné 10 games en ligne en 7. Tu sais, il restait deux matchs à la saison, on a gagné nos 4 matchs pour gagner la Coupe Queen, puis les 3 matchs au championnat canadien pour gagner. Ça c'est fou, pareil. Puis c'est ça, je voulais amener là-dessus, justement, à quel point cette épopée-là, si on peut l'appeler de même, pour gagner le championnat canadien universitaire, c'est des do or die tout le temps. Au championnat canadien, oui. L'année passée, c'était vraiment une année spéciale, à cause qu'on était arrêté. Les séries de la OUA ont été rapetissées, donc c'était des do or die à chaque match. Là, cette saison, c'est une saison un peu plus normale, donc c'est des 2-3. C'est des 2-3, c'est pas des 4-7 comme dans le junior, mais c'est ça. Mais au championnat canadien, du moment que tu te qualifies pour le championnat canadien, c'est 3 matchs. Tu perds le premier, t'es out. Tu gagnes ton premier, tu perds le deuxième, ben, tu vas jouer un 3e match pour la finale consolation, mais on s'entend que c'est pas... C'est pas pour ça que tu veux que tu te Exactement. présentes. Fait que, puis l'année passée, c'est ça qui rend la coupe assez spectaculaire, si on peut le dire. C'est tu ne pouvais pas échapper un match. Tu ne pouvais pas échapper aucun match. Le seul match que tu pouvais échapper, c'était les demi-finales, si on peut le dire, de la Coupe Queen du championnat canadien, parce que tu as tout le temps une deuxième chance. Ouais. Mais comme si tu veux avoir le parcours parfait, c'est 7 victoires en ligne. Il ne faut pas que tu échappes un match. Faut pas... Donc, tu sais, c'est vraiment. Moi, j'aimais ça. Personnellement, là, c'est. Tu te présentes. Si tu te présentes pas, tu ne gagneras pas. Puis tu sais, vous n'avez pas. Oui, vous avez bien joué, vous avez gagné vos matchs. Je pense que c'était assez clair que vous étiez un rouleau compresseur là-dedans. Puis vous aviez une grosse équipe. Alexis Gravel d'un but, il a été extraordinaire. Mais toi, tu as scoré des buts vraiment importants. Le terme clutch, on peut dire que l'année passée, en tout cas dans les séries, dans les éliminatoires, tu l'avais avec toi, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu des moments importants, prolongation, des buts égalisateurs. Écoute, c'est quoi le feeling? À quel point, comment je pourrais dire, quand tu es là-dedans, tu te sens comme, OK, c'est à moi à faire la job, ou est-ce que tu deviens, ça devient-tu, je suis dans ma bulle puis j'ai une job à faire, ou c'est, garde, là, il arrivera ce qui arrivera, que ce soit moi ou un autre qui score, bien évidemment, je pense que c'est un peu ça, là, où tu veux gagner, fait que tu t'en fous un peu, mais toi, ton état d'esprit, quand tu rentres dans ces moments clés-là, c'est quoi? À quel point, est-ce que tu te sens différent que quand tu joues un autre match ou quoi? Je te dis, ben, tu sais, c'est sûr que si tu me demandes est-ce que le match de la finale du championnat canadien est pareil que ton match numéro 15 dans la saison, c'est clair que c'est pas le même genre de match, mais tu sais, si je peux répondre à ta question le mieux possible, tu sais, je veux dire, finale de la Coupe Queen, on gagne 3-1, j'ai le but gagnant, puis je compte 2 buts. Donc, tu sais, juste là, mais tu sais, c'est des buts en avantage numérique. Donc, tu sais, je veux dire, je suis pas tout seul à faire le travail. Tu sais, je veux dire, je compte sur un but one-timer, mais ben, il y a quelqu'un qui m'a fait de la pause, il y a quelqu'un qui est devant le net, puis que le goaler ne l'a pas vu. Donc, tu sais, c'est un travail d'équipe. Puis là, tu arrives en finale du championnat canadien, qui est un match complètement fou, on retire l'arrière, on revient dans le game, on pogne un avantage numérique. Tu sais, je veux dire, je suis un gars qui est offensif, je veux dire, à chaque match, je veux faire la différence. Puis l'avantage numérique, pour moi, c'est comme mon petit bonbon, si je peux dire comme ça. Fait que tu pognes un power play, il reste 6 minutes en finale du championnat canadien, tu perds par 1, c'est sûr que tu veux la mettre dedans, tu veux tout faire. Puis, tu sais, je veux dire, le but gagnant, ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais tu sais, je peux répondre à ta question, c'est pas... Mais c'est plus... Ma question, c'est plus dans le sens... C'est différent, tu sais,
Ma question va plus dans le sens où, tu sais, oui, OK, la game, elle commence, tu le sais que tout le monde sait que l'enjeu est plus gros, il n'y a pas de doute. Là, mais c'est plus dans le sens, tu sais, la game avance, puis à un moment donné, tu sais, si tu mènes 4-1, tu joues quand même plus relax. Oui, tu as une game, tu es concentré, tu fais tes affaires, mais tu n'es pas en mode, tu sais, c'est là, il faut qu'il arrive quelque chose. Quand tu es en mode, il faut qu'il arrive quelque chose, tu sais, c'est plus dans ce sens-là que je me demande ton mindset, il est comment? À quel point tu te focuses sur toi ou tu t'arrives à te focuser sur les autres ou à quel point non, il faut que tu te dises, il faut que je joue comme d'habitude. C'est comment? Là? Je pense que c'est là qu'il faut encore plus que tu gardes ton contrôle. Je pense que c'est dans ces situations-là qu'il faut que tu fasses encore plus confiance à tes coéquipiers. Tu sais, je veux dire, souvent l'erreur qu'on voit, tu sais, dans le hockey mineur, c'est pire, plus que les gars matures, plus mieux que c'est, mais souvent tout le monde veut être le héros. Tout le monde veut prendre la rondelle d'un bout à l'autre, puis aller compter le but dont tout le monde va se rappeler. Mais tu sais, je veux dire, dans une situation comme ça, il faut juste que tu restes qui que tu es, le joueur que tu es. Il faut que tu restes dans ton plan. Tu sais, nous autres, à Trois-Rivières, du souvent, reste dans le plan. On a des choses à faire, on a des patterns. Donc, je pense que c'est vraiment de rester le joueur que tu es, de ne pas changer qui que tu es. Puis, tu sais, je veux dire, si tu es là, c'est pour une raison. Si tu as à faire le but, c'est parce que tu vas avoir fait quelque chose de bien. Tu sais, le but gagnant, là, le chiffre juste avant, je manque une semi-échappée. Tu sais, je veux dire, puis là, tu reviens sur le banc, puis là, je te dirais que j'étais comme, ouais, ça aurait été le fun que je fasse la différence, puis là, je me rappelle, tu sais, je me rappellerai tout le temps, j'ai regardé Zach Lavigne qui était à côté de moi, puis j'ai dit, Zach, la prochaine, je te jure, j'en manque pas. Je dis, si j'en manque, tu peux m'envoyer promener le nombre de fois que tu veux, je te jure, je la manquerai pas. Puis comme de fait, le chiffre d'après, Zach a contourné le défenseur. Moi, tu sais, je veux dire, quand je te parle de pattern, c'est un jeu qui est parti de notre zone défensive, une première passe de notre défenseur, de Zach, qui fait son pattern de sortie de zone, si on veut. Moi qui évite leur jeu, Zach qui fait juste rentrer au filet, puis moi qui prends le retour. Tu sais, c'est garder les choses simples, rester qui tu es, puis ben, les bonnes choses vont arriver. Et elles sont arrivées. Exactement. À quel point vous avez fêté ça? Est-ce que ça a duré longtemps ou comment, comment vous avez justement festoyé ça? Si ça se raconte, évidemment. Oui, tout se raconte. Je suis obligé d'aller dans tous les détails, mais ce qui est arrivé, c'est que moi puis Jordan Lepage, tout de suite après le match, on s'est fait tester pour les tests antidopage. OK. Donc ça, je vais être bien honnête, ça a été un des moments les plus frustrants de ma vie parce que tu viens de gagner le championnat canadien, puis là, il faut que tu ailles faire pipi dans un petit pot. Il y a quelqu'un qui te suit, tu peux pas être dans la chambre avec les gars. Donc moi, là, je me rappelle, j'ai dit aux gars, je dis là, vous allez m'attendre parce que c'est pas vrai que vous allez popper le champagne sans que moi je sois là. C'est Major qui est avec moi. Et on soit là, il n'y a aucune chance. Et, je dis, prenez-vous une petite bière, relaxez entre vous autres, puis quand ça va être fini, ça va être fait. Puis quand on est revenu, là, on a les célébrations, le champagne, tout ça, avec la coupe, ça a été. On est resté tard à l'aréna justement à cause que les deux, on s'est fait tester, donc ça a retardé les célébrations. On est parti de l'aréna, il était 2h du matin. Nous autres, au début, notre plan de match, on aurait aimé ça aller dans un bar, la gang ensemble, tout le monde, toute l'organisation, mais où ce qu'on jouait au championnat canadien, c'était à Wolfville, qui est où l'Université Acadia joue. Mm-hmm. Mais on dormait à Halifax, downtown Halifax, qui est comme à 1h, 1h15. Donc, quand on est revenu à Halifax, il était 3h, 3h30. Fait qu'il était trop tard pour sortir au bar, mais l'organisation avait fait ça. On avait une salle en haut que on était bien hydratés aussi, donc on n'a pas manqué de grand-chose. Puis je pense qu'on partait à 10h le lendemain, donc la nuit a été très courte pour quelques-uns. Moi, je me rappelle, je pense que je me suis couché, il était 7h15 du matin, avec la coupe dans mon lit. Voilà. Excellent. Puis vous avez même été reçu en grande à Trois-Rivières aussi. Là, fait que ça, c'est cool. C'est cool aussi. Là, avoir la chance de le vivre comme une équipe pro qui gagne son championnat et qui a la chance de faire une parade. Là, c'est écœurant, ça. Non, c'était, quand on est revenu à Trois-Rivières, je pense qu'on ne s'attendait tout pas à avoir autant de
de célébration, si on peut le dire. Moi, on est revenu le lundi. Le mercredi, il y a un petit bar à l'université. Le petit bar nous ont fait une soirée à nous autres. Le vendredi, c'était une soirée avec toute l'organisation. On était au centre commercial, prendre des photos avec les 2 coupes, tout ça. Donc, ça a été vraiment, vraiment bien organisé de la part de la ville, de l'université, et de tout le monde. Les gens ont répondu présent aussi, donc c'est le fun. Et ça doit donner envie de recommencer puis de regagner encore? Ben, écoute, je te mentirais si je te disais que c'était pas ça le plan de match, parce que surtout avec la saison qu'on a en ce moment, les attentes sont les mêmes. Puis, tu sais, si tu regardes l'équipe qu'on avait l'année passée puis notre équipe de cette année, je pense qu'il y a 3-4 gars différents. Donc, les espoirs sont absolument les mêmes, là, c'est sûr, à 100%. Bien, comme tu dis, c'est ça. Là, vous êtes bien parti. Vous êtes premier dans l'Est. Bref, tout est là. Il va rester à faire la job. Donc, tu sais, à quelque part, il n'y a pas de choses à se dire de spécial. Bon, on a travaillé quelque chose où on arrive avec un peu de... Il y a une pression qui est là du fait que vous êtes l'équipe à battre. Là. Ben, tu sais, il y a tout le temps... On a eu un meeting ce soir, puis il y a toujours des choses à améliorer. Je pense qu'on veut toujours être meilleur. Il y a toujours des petits détails améliorés dans notre game. Puis je pense que c'est ça le mindset en ce moment. Là, le match qu'on a joué l'année passée contre les Golden Bears en finale, ça a été un des matchs les plus durs que tout le monde a joué parce que c'était tellement plein de petits détails partout que tu regardes à TV, tu t'es fait expliquer. Puis nous, on est une équipe qui joue comme ça. Puis je me rappelle, on est arrivé l'année passée, puis on se regardait, puis on était comme on joue contre nous. Ils font toutes les mêmes petites choses qui sont fatigantes que nous on fait, mais eux autres nous le font aussi. Donc, c'est ça le mindset, c'est ça qu'il faut travailler, être encore meilleur parce qu'il y a toujours place à amélioration avec ça. Quand on dit que c'est les petits détails qui font gagner des championnats, c'est peut-être cliché, mais c'est la vérité pareil. Là. Puis un de ces détails-là, si on peut l'appeler de même, c'est ta saison à toi personnellement, tes premiers compteurs. Franchement, c'est dur de demander mieux. L'année passée, tu finis en force, bang, tu recommences cette année. Là, tu es rendu premier compteur. Tu vas finir la saison premier compteur probablement parce qu'il reste une fin de semaine à jouer, puis la saison est finie. Fait que ça reste quand même un accomplissement au niveau personnel. C'était-tu quelque chose que tu visais? C'est quelque chose que tu cherchais à peut-être obtenir, essayer de viser ce genre de résultats personnels-là? Mais là, je ne veux pas trop me jinxer là, parce qu'il me reste encore 2 matchs, puis j'ai 3 points d'avance. Mais si ça continue comme ça, c'est sûr que ça serait le fun. Ce serait mentir de dire que tu y penses pas. Je veux dire, l'année passée, j'ai connu une saison correcte, une bonne saison. J'ai une vingtaine de points. Après ça, en série, j'ai explosé. Championnat canadien, je pense que j'ai 9 points en 3 matchs au championnat canadien. Donc, c'est sûr que les attentes étaient assez élevées. Puis, je suis quelqu'un qui se met pas beaucoup de pression, mais qui est très sévère envers moi. Qui est, je veux dire, je suis exigeant envers mes coéquipiers, mais je suis très exigeant envers moi-même, encore plus envers moi-même. Donc, ce serait de mentir de dire que je pensais pas en début de saison, que c'était pas un objectif personnel. En ce moment, ça va bien, c'est beau, mais je veux dire, c'est un prix plus personnel. Je vais le prendre si ça arrive, si ça allait arriver, c'est sûr que je vais le prendre, je vais en profiter. Mais l'objectif, c'est de gagner encore comme l'année passée. Là. Ça, c'est sûr. Tu parlais au début de l'entrevue comme quoi tu n'avais pas été. Tu n'avais jamais été dans l'élite de ton âge. Considères-tu aujourd'hui que tu es dans l'élite de ton âge ou à cause que c'est universitaire, tu le sais que les gars du même âge que toi qui sont peut-être des pros, je ne sais pas, tu es rendu à quoi, 23, 24 ans, ouais. 24? 98, ouais. Fait que est-ce que tu le vois de même dans le sens où, OK, je suis dans l'élite de mon sport, je suis dans l'élite de ma ligue, puis est-ce que c'est quelque chose que tu vas utiliser le terme anglais, là, embrace, là, dans le sens que, OK, regarde, j'ai ça, je suis rendu là. Ça fait-tu partie de ton développement d'avoir été là? Parce qu'on en parle souvent que le développement du hockey, ça vient plus tardivement, tu sais. Ouais. Ben, je pense que je suis une bonne définition de développement tardif, là, je veux dire, j'ai jamais connu des saisons d'un point par match junior majeur. Ma meilleure saison junior majeur, c'était 59 points. Je suis arrivé universitaire, puis depuis ma première saison universitaire, je roule à 1 point par match. Donc, développement tardif, oui, mais
pour répondre un peu à ta question, je pense que les meilleurs de mon âge sont dans la Ligue nationale. Mais c'est sûr que quand tu compares avec les autres athlètes universitaires au pays, c'est cool de voir son nom dans le top 5 des compteurs, par exemple, ou d'être reconnu au championnat canadien ou même aux universiades. Je pense que les universiades, pour moi, ça représentait beaucoup. Fait que c'est sûr que c'est cool dans un sens d'être reconnu point de vue universitaire, mais est-ce que je suis dans les meilleurs de mon sport dans la catégorie d'âge? Ce serait de mentir de dire oui, parce que les meilleurs sont dans la Ligue nationale. Je comprends bien. Est-ce que jouer pro, comment je pourrais dire, mettons la Ligue américaine, c'est quelque chose que tu vises? Est-ce que c'est l'Europe pour toi? Est-ce que next step, parce que visiblement tu veux continuer à jouer au hockey, il y a encore du hockey, assurément du bon hockey dans toi qui est là, pas de doute. Est-ce que tu as un objectif de niveau de jeu ou de niveau de ligue que tu aimerais avoir, que tu aimerais atteindre ou que tu vises? Ben, c'est sûr que c'est le plus haut que tu peux aller, le plus haut. Tu vas y aller. Je veux dire, si tu me dis demain matin, t'aimerais-tu ça jouer une Ligue nationale, puis que je te dis non, ben c'est moi qui ai un peu total, mais c'est sûr que tu veux toujours jouer dans la catégorie la plus haute, que ce soit Ligue nationale, Ligue américaine. Il y a des ligues en Europe qui sont extrêmement fortes. Il y a de la belle argent à faire en Europe, surtout. C'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. C'est que plusieurs ligues un peu partout, dans des beaux pays d'Europe, qui payent bien. Donc, c'est sûr que moi, l'objectif en sortant d'ici, c'est sûr, je vais avoir plein d'options. Je vais évaluer mes options, mais le but premier, ça va être de jouer professionnel, de gagner un gagne-pain. C'est la première fois de ma vie que je vais pouvoir dire que je gagne ma vie en jouant au hockey. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est cool, là, mais je me fais pas vraiment d'objectif de ligue ou quoi que ce soit. C'est sûr, comme je te dis, si un jour la Ligue américaine, la Ligue nationale cogne à ma porte, mais c'est sûr que je vais l'ouvrir. Je ne vais pas l'ignorer comme un toton, là, mais je ne me mets pas vraiment d'objectif face à ça. Là. En ce sens-là, est-ce que tu as des modèles du genre de Mathieu Darche, qu'on sait qu'il a joué pour McGill et qui a fini par jouer pour les Canadiens un jour? Est-ce que tu as des modèles que comment je pourrais dire, que tu regardes ou non, tu fais ton chemin, tu fais, regarde, la vie me mènera où elle me mène, puis moi, je veux bien jouer au hockey, ou tu es inspiré par des parcours de certaines personnes? Mais je pense que de plus en plus, on voit des jeunes, ben pas des jeunes, des joueurs qui ont joué dans le U-Sport, percé dans la Ligue nationale. Si on fait juste regarder Logan Thompson, le gardien des Golden Knights en ce moment, qui est un ancien de l'Université Brock. Si on regarde plus au Québec, là, moi, je m'entraînais au gym à Beaubriand, au même gym qu'un certain Philippe Maillet s'entraînait. Philippe Maillet, ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui a joué junior majeur, des excellents junior majeurs à Victo. Il était joué universitaire à UNB. Il a brûlé le circuit universitaire à UNB, il était champion canadien 1 ou 2 fois, si c'est pas plus. Puis l'année dernière, ou il y a 2 ans, il a joué un match avec les Capitals de Washington dans la Ligue nationale. Puis je te disais au début que j'avais un podcast, je l'ai reçu à mon podcast, puis j'en ai parlé avec lui de tout ça. Puis ce serait de mentir de dire qu'un gars comme ça ne m'inspire pas ou me fait pas espérer, si on peut le dire de même. Fait que c'est sûr que, ouais, pour répondre à ta question, il y en a qui sont un peu une inspiration pour moi. Là. Je voulais en parler avec toi justement de ça. Le hockey universitaire, je vais dire canadien, parce que je ne veux pas dire québécois, parce que dans le sens où, bon, il y a 3 équipes. Là, il y a une des 2 qui est en train de s'en venir. Ça, c'est une autre chose. Mais est-ce que le hockey universitaire canadien est reconnu à sa juste valeur? Est-ce que, parce que je comprends, on parle de la NCAA, on mélange beaucoup de choses en comparant la NCAA aux juniors, alors que la NCAA, les gars sont plus vieux que le junior, tu sais. C'est absolument pas la même chose. C'est pas la même affaire. Ça continue le développement aux États-Unis à cause que les gars s'installent et s'en vont jouer dans la NCAA pendant. Ils ont même le droit jusqu'à 4 ans avant de signer leur contrat, alors que les joueurs canadiens juniors, ils ont 2 ans pour signer, ce qui fait que ça ne te donne pas envie d'aller nécessairement jouer à l'université après parce que tu as 2 ans, il faut que tu te dépêches, fait que tu es aussi bien d'aller faire ta place Ligue américaine, des places comme ça. Est-ce que notre hockey universitaire, il est reconnu à sa juste valeur, puis 2, est-ce que c'est quoi qui va faire qu'à un moment donné, il va peut-être l'être? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça, tu penses? Premièrement, reconnu à sa juste
de valeur, absolument pas. Pourquoi? Fais juste demander à quelqu'un qui suit le hockey s'il a déjà été voir un match universitaire. La plupart du temps, va te répondre non. Pourquoi? Puis tu sais, je dénigre pas ces gens-là parce que tu sais, même moi, avant de jouer à universitaire, j'avais jamais vu un match universitaire. C'est un calibre qui est extrêmement sous-estimé. Tu l'as dit en début d'entrevue, c'est tous des gars qui sortent du junior majeur. L'entièreté, à quelques exceptions près, si c'est pas un ou deux joueurs, de notre alignement, c'est des gradués 20 ans junior majeur. On a des joueurs qui ont joué des matchs dans le hockey professionnel dans notre équipe, que ce soit dans East Coast. Est-ce que Gravel? Non, Gravel n'a pas joué dans la Ligue américaine, mais il y a plein de camps NHL. Donc, le hockey universitaire, non, n'est pas reconnu à sa juste valeur. Puis ça, j'en ai parlé l'année dernière à RDS. Puis j'étais justement avec Alice, la gardienne des Stingers. Puis, c'est la même chose pour les filles. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Je te dirais qu'avec le temps, plus que les grandes universités du Québec vont développer le produit universitaire, plus que ça va bien aller. Ici, à Trois-Rivières, on a un programme de hockey masculin. Ça serait bien un jour, éventuellement, d'avoir un programme de hockey féminin aussi. McGill, ils ont les deux. Concordia, même chose. Quand tu regardes les Carabins qui ont un programme de hockey féminin, pourquoi pas avoir un programme de hockey masculin? Le rouge et or, le vert et or. Oui, c'est des gros programmes de football, puis je comprends la business, mais je pense que si ces gros programmes-là déboursent de l'argent, investis dans le hockey universitaire canadien, ça va amener les médias. Parce que c'est en bout de ligne, c'est les médias qui vont faire en sorte que ça va déclencher quelque chose. Donc, si ces grandes universités-là sont capables d'investir dans le hockey universitaire, mais c'est sûr que de plus en plus, on va en parler. Là. Puis, en tant que joueur, as-tu l'impression que, bon, j'ai fait mon junior, puis depuis que j'étais à l'université, je me développe pas, puis j'ai atteint ma limite, puis c'est ça que je suis comme joueur? Ou non, il y a encore du développement, puis tu le sens que tu es un meilleur joueur aujourd'hui que tu l'étais à ton arrivée parce que tu as joué ce niveau-là, parce que tu as été coaché par ce niveau-là. À quel point tu sens ce développement-là pour toi? Ah, définitivement. Le Simon Lafrance, en ce moment, à 24 ans, et des années-lumière en avant de Simon Lafrance de 21 ans qui arrive avec les Patriotes, c'est même pas comparable. Le calibre universitaire, pour moi, est meilleur que le calibre junior majeur. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dedans. C'est des gars de 21 à 25 ans. Ça patine, ça frappe, c'est très physique comme jeu, c'est très rapide, surtout très rapide, je te dirais. Donc, moi, personnellement, la progression que j'ai eue au niveau universitaire est en constante amélioration. Puis je pense que c'est comme ça pour plusieurs individus qui jouent, que ce soit à l'Université de Trois-Rivières ou que ce soit peu importe dans l'OUA, dans l'U-Sport, c'est des gars qui continuent de s'améliorer. J'arrive des universiades, j'ai joué avec des gars qui ont joué dans la Ligue américaine, qui ont joué dans East Coast, qui ont fait des saisons de 80 points juniors. C'est des joueurs de hockey incroyables, mais qui sont encore en train d'apprendre, sont encore en train de s'améliorer, justement à cause qu'ils jouent dans un calibre comme le calibre universitaire canadien. Oui, c'est un excellent niveau de hockey. Puis je pense qu'on devrait en parler plus. Puis je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette ligue-là. Ça, c'est sûr. Justement, l'année passée, il y a eu un regroupement, puis ça a donné un rapport géré, présidé par Marc Denis. Puis on parlait du hockey universitaire. Puis on parlait tantôt d'une division 2 qui est en train de se placer pour donner un peu d'opportunités, mais ça va quand même prendre plusieurs équipes et plusieurs équipes de D1 pour donner plus d'opportunités encore, pour permettre justement à des gars, d'autres Simon Lafrance d'arriver et de continuer à se développer, tout en ayant un diplôme. Puis après ça, comme tu le disais tantôt, ben, c'est drôle, je parlais avec Nicolas Brouillard il y a une couple d'années. Ouais. Puis Nicolas Brouillard, pour ceux qui ne savent pas, il a joué pour McGill. C'est un gars qui a été excellent dans le junior majeur. Il est venu jouer à McGill. Il a fait... Hein? L'universitaire aussi est excellent. J'ai joué contre. Ben oui, absolument. Il a été défenseur de l'année au Canada à sa dernière année, si je me souviens bien. Puis c'est un gars qui, après, est retourné. Puis là, il est dans la Ligue américaine. Je ne sais pas cette année où est-ce qu'il en est. Je n'ai pas suivi, je t'avoue, cette année. Mais il est avec les Gulls de San Diego encore, c'est ça? Ouais, bon, c'est ça. Ben, tu sais,
C'est un gars qui, lui, a décidé, il a regardé ça, puis il a regardé ses. Il est arrivé après son junior, puis il est allé jouer dans la Ligue américaine, puis il a vu des gars qui arrivaient de la NCAA, puis ces gars-là, il dit, moi, ces gars-là jouent bien plus relax que moi parce qu'ils ont un diplôme. Fait qu'il est reparti, il est allé chercher son diplôme, puis il est revenu. Puis là, il dit, je peux me concentrer sur le hockey en sachant que quand ça va finir, si ça finit, même si c'est pas moi qui ai le contrôle, à la fin, j'ai un diplôme. Puis ça revient à ce que tu me disais tantôt au début aussi. Puis c'est ça que je trouve intéressant de faire valoir dans toute cette histoire-là. Mais c'est la mentalité de tout étudiant athlète qui joue dans le U-Sport. Nous, notre programme à l'université, je pense qu'on est 23 joueurs dans l'équipe. Je pense que sur 23, ce serait de mentir de dire qu'il n'y en a pas au moins 20 qui veulent aller pro après. Là. Donc, c'est tous des gars qui sont là, qui pourraient aller jouer pro. Je veux dire, on a une équipe ici à côté qui fait partie de la East Coast qui est en constante recherche de joueurs. Donc, oui. Ce serait. C'est la réalité de la East Coast, mais c'est un calibre qui est accessible pour nous. Mais je pense que notre mentalité, c'est justement, comme tu viens de dire, d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher. Marc-Étienne, comment il nous le vend, Marc-Étienne qui est notre entraîneur-chef, comment il nous le vend au début, c'est va chercher ta clé pour ton futur. Peu importe ce qui va arriver dans ton monde du hockey, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu ne vas pas faire, tu vas avoir cette clé-là qui va te permettre d'être quelqu'un, si on peut le dire comme ça, d'avoir un gagne-pain, de ramener de l'argent à la maison pour ton futur. Puis je pense que c'est quelque chose que plusieurs personnes devraient penser parce que souvent, on voit des jeunes sortir du junior majeur, aller directement dans l'East Coast, dans la Ligue américaine, ce qui n'est pas mauvais, là, loin de là. Mais je me mets à ma place, puis tu m'as fait penser tantôt, Simon Lafrance à 20 ans avec les Tigres, puis Simon Lafrance en ce moment, probablement qu'en ce moment, j'ai des meilleures offres que quand j'avais 20 ans avec les Tigres, tu comprends? Fait que il y a ça aussi, exact. Fait que là, toi, ça te permet de te développer pendant ce temps-là, puis en même temps, il y a des portes qui s'ouvrent qui n'étaient peut-être pas ouvertes quand tu avais 20 ans. Exactement. Écoute, c'était vraiment super intéressant. J'en aurais pris un autre 40 minutes, mais en même temps, c'est la réalité des affaires. On aura la chance, assurément, j'espère, de se reparler. J'espère surtout qu'on va avoir la chance de se reparler après un autre championnat. À ce moment-là, j'attendrai pas un 10 mois avant de te recontacter. Je te recontacterai dans les jours qui suivent à ce moment-là, puis on aura la chance de se reparler. Aucun problème. Un gros merci, Simon. Puis bonne chance pour le reste de la saison. Bonne chance pour la suite de ta carrière. Puis comme je dis, on se rejase éventuellement. Merci, Phil. C'est vraiment gentil. Merci, salut. Merci. Ça se termine ainsi, 20e épisode de Bulletin sportif, le podcast qui prend fin comme ça. Merci à tout le monde qui a participé. Simon Lafrance, ainsi que tous les joueurs des équipes québécoises impliqués dans le championnat canadien de hockey universitaire. Bonne chance à tout le monde. Et parce que le championnat commence cette semaine, d'ailleurs, vers Concordia et l'UQTR sont dispensés de la première ronde, donc directement en deuxième ronde. Sauf que McGill, qui a terminé troisième dans l'Est, amorce ses séries cette semaine. Ça, ce sera à surveiller. Tant qu'à continuer dans le hockey universitaire, il y a une grosse nouvelle qu'on a appris. Habituellement, je parle de ces nouvelles-là dans l'introduction, mais là, je conclus l'émission en vous parlant de ça parce que ça va être un dossier qui va être à suivre. Carleton et Ottawa, les deux universités, quitteraient le RSEQ à partir de la saison 2024-2025. Et là, quand je dis que c'est à suivre, c'est qu'il y a encore de l'information qui est à fouiller. Est-ce que c'est uniquement pour le hockey? Ou si les universités vont également quitter pour d'autres sports. On sait que Ottawa est dans la ligue de volleyball féminin. Ottawa et Carleton sont également dans les ligues de rugby. Donc, ce sera à suivre absolument. Donc, Bulletin sportif va être là-dessus. Suivez nos réseaux sociaux, suivez le site. On va écrire des articles sur le sujet. Suggestion cette semaine à suivre, évidemment, outre le hockey universitaire. On a le volleyball collégial masculin Saint-Jean contre Outaouais, un match de barrage dimanche pour savoir qui va poursuivre en série et qui va affronter Sherbrooke en demi-finale. Au volleyball universitaire féminin, et là, c'est ultra important, on a les Carabins qui affrontent Sherbrooke et Laval en fin de semaine, et c'est important pour les Carabins parce que si elles gagnent leurs deux matchs,
elles ont une chance de terminer deuxième et donc d'accueillir et d'avoir l'avantage du terrain pour la demi-finale contre McGill, parce que c'est sûr qu'elles vont jouer une contre l'autre. Par contre, est-ce que c'est Sherbrooke ou Laval qui va se qualifier pour les éliminatoires? Ultra important ces matchs-là pour ces deux équipes. Ensuite, en basket, on est à 2 semaines de la fin de la saison régulière. Ça va être intéressant au niveau universitaire. Concordia McGill en fin de semaine, Bishops Laval. Au niveau collégial, le collégial, allez sur le site du RSEQ. À peu près tous les matchs qui sont disputés ont un impact sur le classement et sur le positionnement en vue des éliminatoires. Et enfin, en hockey collégial masculin, féminin, on a Limoilou qui joue 2 matchs importants, un contre John Abbott vendredi, un contre Champlain-Lennoxville samedi. Donc ça, c'est ce que je vous conseille d'aller voir. Alors, merci encore d'avoir été là. Merci de suivre Bulletin sportif. Merci surtout de partager et de commenter. On a besoin de vous. On a besoin de vous, les fans de sport étudiants. On a besoin de vous, les joueurs, les joueuses, les étudiants athlètes, les entraîneurs. Parlez du blog, consultez-le, partagez-le. Faites pas juste le regarder. J'en ai besoin de vous. Je vous le demande le plus humblement possible, s'il vous plaît. Partagez ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment la clé pour faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui entende parler de ce que vous faites, de ce que vous aimez et surtout des plus grandes performances chaque semaine. Merci encore. Je vous souhaite une excellente semaine de sport étudiant.